film is like a battleground. C'est comme une bataille, un film. It's love, L'amour, hate, la haine, action, l'action, violence, la violence death. et la mort. One word, emotions. En un seul mot, c'est l'émotion. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie des films de 2023 où Will, Enzo et Mathias m'accompagneront pour parler de 8 autres films de cette année. Comme la semaine dernière, tous les deux films débattus, l'un des chroniqueurs présentera un film de manière individuelle. On commence sans plus tarder avec le premier film de la soirée, à savoir Fermez les yeux de Victor Erice. Arranca. Se llamaba Julio Arenas y era actor, uno de los más admirados y queridos del cine español. Desapareció de la noche a la mañana, un día de hace 22 años, cuando estaba rodando una película. Un acteur célèbre disparaît pendant le tournage d'un film. Son corps n'est jamais retrouvé et la police conclut à un accident. 22 ans plus tard, une émission de télévision consacre une soirée à cette affaire mystérieuse et sollicite le témoignage du meilleur ami de Julio et réalisateur du film, Miguel Garay. En se rendant à Madrid, Miguel va replonger dans son passé. Tiens Mathias. Alors, Fermer les yeux, c'est un gros morceau de l'année dernière, très clairement. Euh, Assez compliqué à aborder comme ça. C'est un peu dommage que le film soit passé un peu inaperçu. Bon, ça, c'est dû à sa distribution. On peut comprendre, c'est un film de 2h40, un film espagnol. On n'est pas sur un Pedro Almodovar. On est sur un réalisateur, Victor Erice, qui a fait peu de films, 4 longs métrages, qui n'avait pas fait de long métrage depuis 30 ans. Son dernier long métrage, donc Le Songe de la Lumière, était sorti en 1992. Et là, du coup, il revient avec un long métrage presque, j'ai envie de dire, qui parle d'énormément de sujets, mais presque un long métrage qui pourrait ressembler à une sortie, à une fin de carrière. C'est vrai que Victor Erice n'est plus tout jeune, mais on espère que ce serait bien qu'il puisse faire d'autres films derrière. Euh, Moi, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que la première fois que j'ai vu le film, enfin, je l'ai vu qu'une fois, mais je veux dire, la première scène, lorsqu'on est devant le film, lors de la première séquence, on est vraiment comme subjugué. Enfin, moi, j'ai vraiment été subjugué par ce que je voyais. Euh, on ne sait pas trop ce qu'on voit. On voit cette espèce de film dans le film. On ne sait pas si ça nous raconte ce qu'on va voir au fur et à mesure du récit, mais en fait, on voit le fameux film qui est tourné et la séquence que l'on voit au début, en fait, sans vraiment spoiler, s'avère être la dernière fois que le réalisateur voit son ami, qui est également l'acteur du film, Julio Arenas. C'est la dernière fois qu'on le voit à l'écran et c'est la dernière fois qu'il a vu tout court. Et en fait, c'est un peu cette espèce d'image manquante qui est un peu l'idée de base de tout ce long métrage. Cette idée qui est très belle, je trouve, et qui se construit comme ça, ici et là, tout au cours du récit. Sur ces 2h45, on voit clairement pas passer. Moi, c'est un film que j'ai trouvé extrêmement fascinant. On ne s'ennuie pas une seule seconde. Moi, c'est un peu des fois ce qu'on peut avoir peur sur ce genre de film, mais c'est absolument pas le cas. C'est un film qui parle d'énormément de thématiques, comme je le disais tout à l'heure. Ça parle du cinéma, bien sûr. Ça parle du pouvoir des images, du pouvoir de l'amitié qui peut durer au-delà, qui peut s'étendre au-delà des images, au-delà du cinéma, du média cinématographique et au-delà du temps également, puisque le film qui a été tourné se passe en 1990 et là on retrouve donc le personnage du cinéaste incarné par, je crois, c'est Manolo Solo, qui se passe du coup de nos jours dans les années 2020. Donc on est un peu presque sur un récit presque, je dirais, autobiographique, comme si Victor Erice se mettait lui-même en scène, lui qui a fait peu de longs métrages et qui raconte un peu comme ça tout son parcours, cette difficulté également de faire des films. Je sais plus si je l'ai dit, mais du coup, vu que Julio Arenas était porté disparu dans le récit, il est évident que le film n'a pas pu se terminer. Donc il y a un peu ça, il y a un peu cette idée que Manolo Solo, donc l'acteur et le personnage de Miguel Garay, le réalisateur du film, est à la recherche également de cette bobine, de ce film qui n'a jamais pu se faire, et également de son ami qu'il espère pouvoir trouver au bout du compte. On a également toute une partie sur la télévision. Qu'est-ce que c'est la télévision? La télévision qui aujourd'hui est un média très important, encore plus que ça l'était dans les années 90. C'est un média
qui, j'ai envie de dire, parfois, dans certaines parties, a remplacé le cinéma. Là, c'est le cas dans le film. Il faut dire que Julio Arenas, c'est un cinéaste, non pas Julio Arenas, pardon, le Miguel Garé, donc le réalisateur dans le film, est quelqu'un qui n'a pas fait non plus beaucoup de longs métrages, qui est resté sur cet échec. Et donc, il est un peu obligé de se tourner vers le dernier média pour retrouver son ami et pour essayer de mettre à jour, de finir en quelque sorte ce film d'une manière ou d'une autre. Il est obligé de se tourner vers le média qui est la télévision, hein, qui est le média le plus puissant aujourd'hui, notamment en Espagne en tout cas. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est un film l'année dernière qui était donc à Cannes, pas en compétition malheureusement, il était en sélection parallèle, la nouvelle sélection qui existe depuis quelques années, Cannes Première, où j'ai l'impression, bon c'est un peu subjectif ce que je vais dire, mais c'est un peu une sélection où on fourre les films qu'on ne sait pas où bien mettre. On a eu des films comme Vortex, l'année dernière on avait eu La Nuit du 12 également, Asbestas, enfin c'est des fois des films qui sont formidables et qui pourtant se retrouvent là. En tout cas, oui, fermez les yeux, c'est un film bien évidemment que l'on va conseiller, que je vous conseille très fortement. C'est un film bouleversant qui parle, comme j'ai dit, d'énormément de thématiques, qui le fait toujours très subtilement. On a énormément de scènes, de scènes de dialogue, c'est vrai. Je pense notamment à une scène musicale qui rend hommage superbement punaise, j'ai perdu le nom, à Rio Bravo, bien sûr. La séquence d'introduction, j'en ai déjà parlé, sans spoiler, je ne peux ne pas parler de cette séquence finale. Bon, William et Paul, vous allez y revenir, mais cette séquence finale qui est une des plus belles séquences de l'année dernière, qui rend hommage superbement au cinéma, qui est un peu on clôture le film qui n'a jamais pu être fini et c'est fait de manière, j'ai rarement vu ça au cinéma, que ce soit dans des films modernes ou que ce soit dans des films tout court. Et oui, bien évidemment, fermez les yeux, c'est du grand cinéma, c'est un des grands films de l'année dernière. Et si vous ne l'avez pas vu, jetez-vous dessus. Le film est sorti en DVD, je crois, début janvier. Donc c'est évident qu'il faut se jeter dessus et il faut garder les yeux grands ouverts. Voilà, j'ai fini de parler. Merci Mathias. William, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur le rapport entre la vie et le cinéma selon le réalisateur? Ouais, alors c'est évidemment une question très essentielle en soi dans Fermer les yeux, puisque comme tu l'as dit Mathias, c'est un film sur la mémoire, sur justement ce dépassement des images. Est-ce que vraiment le cinéma, c'est juste cet objet cinématographique, cet objet artistique un peu finalement figé dans le temps, qui correspond à un objet sur lequel on n'a pas vraiment le pouvoir. En fait, c'est-à-dire que le réalisateur dans le film n'a plus le pouvoir sur les images qu'il a filmées, il n'a plus le pouvoir de pouvoir justement positionner ses acteurs, construire des cadres. Et tout le film questionne finalement sa place en tant que réalisateur, parce que malgré tout, il peut rien faire en fait face à la disparition de son ami acteur. Il peut absolument rien faire du tout. Et je trouve le film vraiment touchant sur cette vision du cinéma, parce que c'est Victor Hérissé qui nous dit explicitement sur les 2 heures que le cinéma, c'est quand même avant tout une histoire d'homme, enfin une histoire d'homme et de femme, mais une histoire d'individus qui ont fait un projet commun ensemble à un moment donné dans le temps. Et voilà, malheureusement et heureusement en même temps, c'est que après le film, peut-être que voilà, ils se sont perdus de vue, peut-être que il y a eu des choses très malheureuses, quelqu'un a disparu, quelqu'un est mort, et pour autant, voilà, il faut s'en souvenir. Il y a le besoin de se souvenir du film, comme il y a le besoin de se souvenir en fait de ces acteurs. Là, dans le film, ça passe par en fait une émission télévisuelle, où donc une émission qui revient en fait sur les personnes qui sont disparues et qui s'intéresse justement à ce réalisateur et à son film. Donc un film un peu maudit. Et ce qui est plutôt aussi, je trouve,
intéressant dans le film, c'est que malgré tout, cette émission télévisuelle, elle n'est pas représentée forcément comme quelque chose de nocif, au contraire. Parce qu'en fait, ce sont des gens qui sont engagés pour faire des témoignages en fait, sur des gens qui ont disparu. Et c'est vrai que ça aurait pu verser en fait sur voilà, une sorte de vision très pessimiste sur l'utilisation du média télévisuel. Est-ce que vraiment c'est quelque chose de sincère? Et dans le film, vraiment, c'est justement quelque chose qui est assez sincère. D'ailleurs, il me semble que c'est la fille de l'acteur qui est disparu. Vous me corrigez peut-être Mathias et Paul, mais à qui en fait le réalisateur en visite parce que voilà, ça lui revient en tête ce film, les rapports qu'il avait avec cet acteur-là. Et la scène est vraiment touchante parce que cette personne qui entretenait aussi un lien avec cet acteur est tout aussi touchée et émue en fait à l'idée d'entendre parler du membre de sa famille. Et donc voilà, je clôturerai aussi sur ta question, Paul, avec l'exemple que Mathias donnait sur la reprise pendant le film de la chanson qui est une des chansons de fin en fait du film Rio Bravo de Howard Hawks. Et en fait, c'est une chanson qui est chantée à un moment du film, la nuit, où on a trois personnages en fait qui chantonnent cette chanson-là. Et ce qui est très beau, c'est que même sans faire référence au film, en fait, les trois la connaissent. Ils la chantent vraiment de façon très communicative. En fait, ils la chantent ensemble. Et c'est une autre preuve, j'ai envie de dire, dans le film que après le cinéma, après en fait le visionnage d'un film, il y a encore la vie. Et même si voilà, il y a des gens qui peuvent disparaître, qui peuvent mourir, faut pas oublier que derrière tous ces gens qui ont fait un film, tous ces gens restent quand même animés par leur désir de faire autre chose, d'entretenir un devoir de mémoire. Merci William, ouais, je suis complètement d'accord avec vous. J'ai trouvé que c'était une œuvre vraiment touchante qui aborde, c'est vrai, comme vous l'avez dit, plusieurs thématiques comme la perte d'identité, le deuil et ouais, la mémoire de la vie que tu as évoqué William, mais aussi la mémoire du cinéma. Et finalement, c'est à la croisée des chemins que se trouvent les réponses. La vie avance rythmée par le cinéma et le cinéma se construit par la vie. Et c'est un grand film cinéphile qui n'est pas indigeste comme un certain autre film de l'année dernière qui souhaitait aussi parler de cinéma. Enfin voilà, on peut parler du 7e art sans être trop référencé dans le collage et la superposition d'influences. Quand on en parle avec autant de subtilité, qu'on raconte le cinéma par le cinéma, c'est quand même assez extraordinaire. Alors oui, c'est un film très exigeant, d'autant plus par sa durée de 2h50. Mais c'est grâce à cette durée finalement qu'arrivent les émotions. La fin étant la quintessence émotionnelle, la réponse par le cinéma encore une fois. Non, c'est vraiment un gros morceau de cinéma. Ouais, je vais peut-être rebondir sur ce que tu disais justement sur le côté film cinéphile. Par justement cette fameuse séquence introductive que Mathias évoquait, où il y a cette mise en abîme en fait, mais c'est quelque chose qu'on comprend quand même pas tout de suite. C'est-à-dire qu'on questionne le rapport aux images qu'on voit, comme Mathias le disait. On ne sait pas vraiment vers quelle direction finalement le film se dirige. On ne connaît même pas vraiment le personnage principal, puisqu'on nous montre justement finalement l'enjeu du film. C'est cet acteur qu'on voit sur ce film, qu'on ne verra plus, du moins de cette manière-là. On finit par le voir dans le film, on a le droit de spoiler, de toute façon, c'est pas ça qui est un des éléments majeurs du film, mais voilà, on reverra cet acteur-là. Et donc cette référence au cinéma, c'est quelque chose qui est assez progressif dans le film, et pour moi, cette fin, tu vois, avec cet acteur qui regarde les images qui ont été filmées, qui regarde le film dans lequel il a joué, je trouve ça vraiment très très fort, parce que non seulement je le vois personnellement comme un véritable hommage au film La Parole, Ordette de Dreyer, où en fait un personnage est réanimé, revit en fait par la présence d'un autre. Et là sur cette conclusion, c'est simplement voilà par la présence de cet objet cinématographique que nous-mêmes avons vu au début du film, qu'on a questionné, qui nous a interpellés et qui interpelle de la même manière ce spectateur qui est tout aussi spectateur que nous, parce qu'en fait il est remis à la même position que nous on l'était au début du film, et qui en redevient vivant, quoi. Qui en redevient vivant, du moins il était déjà vivant avant, mais il en redevient vivant à nos yeux de spectateurs, parce qu'on voit l'étincelle dans son regard. Ça c'est vraiment
superbe parce que je crois de mémoire, il y a quasiment aucun dialogue, il n'y a même pas de dialogue en fait non, sur la fin du film. Juste, on a un type qui regarde le film, une séquence d'un film qu'on nous aussi on a vu en début de film et qui retrouve une forme d'émotion quoi. C'est vraiment très beau et c'est vrai que ça dure 2h50, c'est vrai, c'est exigeant comme tu le dis Paul, mais il y a vraiment ce questionnement des images, je trouve, qui est constant pendant toute la durée du film. Pendant d'ailleurs, enfin je veux dire vers les trois quarts du film, en fait, quand on retrouve cet acteur, on passe son temps finalement à se questionner de est-ce que vraiment il est encore vivant comme il pouvait l'être avant? Qu'est-ce qu'il peut penser? Est-ce qu'il est totalement transformé ou est-ce qu'il pourrait encore nouer une vraie relation avec quelqu'un? Et il le filme absolument pas non plus comme je veux dire comme quelqu'un qui est éloigné de la société, qui pourrait ne pas avoir de vie sociale. Il le filme pas du tout de cette manière-là. Ça reste quand même quelqu'un qui existe même sans le cinéma, quoi. Bah écoutez, passons sans plus tarder au film suivant, à savoir Showing Up de Kelly Reichardt. Love the green stockings. You're Lizzie, right? I can't figure out what class this is, but I really want to join it. À quelques semaines du vernissage de son exposition, le quotidien d'une artiste et son rapport aux autres, le chaos de sa vie va devenir sa source d'inspiration. Enzo, nous t'écoutons. Oui, Showing Up, c'est la vision de l'artiste, mais version Kelly Reichardt. Donc, c'est-à-dire qu'on retrouve ce qui a pu fasciner son cinéma. On retrouve aussi bien sa poésie qui passe par vraiment à la fois le geste minimaliste, la symbolique, qui passe en fait vraiment par des éléments qui ont marqué son œuvre, que ce soit des éléments formels, hein, comme ceux que je viens de citer, ou même des éléments plus, comme par exemple juste le fait qu'elle vient chercher Michelle Williams, avec qui elle fait, je crois, sa 4e collaboration, j'ai un doute. Oui, il me semble que c'est 4e. Et finalement, on a un film qui est très beau à ce niveau-là, dans sa réinterprétation de son propre cinéma, aussi par rapport au lieu. On passe dans un film de ville, ce qui est aussi intéressant, hein, c'est pas le plus courant dans sa filmographie. Et ça, c'est vraiment un film à mettre dans la filmographie de Kelly Reichardt, qui lui apporte quelque chose en plus, mais évidemment, en soi, c'est un film super intéressant aussi, par la manière dont il choisit de s'intéresser à une intériorité d'artiste. On n'est pas dans la représentation qu'on pourrait avoir de l'artiste un peu, on pourrait dire fou, un petit peu dans l'excès permanent. Bien au contraire, on a plutôt une proposition d'une artiste qui doute, d'une artiste qui a des problèmes du quotidien, d'une artiste vraiment qui est locataire, chez, avec notamment grâce à une amie avec qui les relations sont parfois bizarres parce qu'ils n'ont pas du tout le même train de vie. Et finalement, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que tous ces éléments de vie vont se confronter aux éléments qu'on associerait à la vie d'artiste telle qu'elle serait imaginée par nos petites intériorités à nous, parce qu'on a vu des films, parce qu'on a des images qui nous viennent en tête, évidemment. Et c'est assez intéressant parce que c'est tout le sujet du film et c'est ce dont Kelly Reichardt parvient à parler avec beaucoup de justesse, c'est que c'est en permanence, c'est quand même l'histoire d'un personnage, d'une artiste qui essaye de fuir un quotidien qui l'empêche de travailler. Et à contrario, en fait, c'est un personnage qui est ancré dans ce quotidien, et c'est ce quotidien qui lui sert, c'est ce quotidien qui lui apprend en fait à tolérer son travail d'artiste, qui lui apprend l'erreur, qui lui apprend le rapport à l'autre, et qui lui apprend comment améliorer en tant qu'artiste. C'est un vrai petit paradoxe qui est mis en scène par Kelly Reichardt et qui est vraiment brillamment mis en scène, tout avec son style j'espère qu'on peut apprécier. Moi, c'est un style que j'aime énormément, celui qui est proposé par Kelly Reichardt, et ça nous donne vraiment cet objet très intéressant avec une nouvelle vision de l'artiste, c'est l'artiste version Kelly Reichardt. Ouais, alors Kelly Reichardt, moi c'est vrai que j'avais vu First Cow
que j'avais beaucoup aimé, mais je n'avais pas vu autre chose. Mais je pouvais déjà un peu déceler, en fait, je dirais, l'approche à contre-courant, finalement, hein, d'un genre qui était le western. Et c'est un peu le cas aussi, hein, pour ce film. Euh, pour finalement, en fait, je pourrais presque dire un biopic, parce que le film à la base, en fait, devait être un biopic de l'artiste peintre Émilie Carr, il me semble. Et finalement, voilà, ça s'est pas transformé en biopic, mais du moins, c'est une approche à contre-courant, je dirais, pour un film tout simplement sur un artiste, et en général le film d'auteur dramatique, voire plutôt la comédie dramatique pour ce film en question, parce que, comme pour First Cow, c'est un film qui se dérobe un peu de toutes les conventions narratives, si on peut dire ça comme ça, qui fonctionne sur une intrigue assez minimaliste, comme tu l'as dit, Enzo, où il s'agit avant tout de suivre le quotidien de cet artiste qui est un peu figé, en fait, dans sa propre vie, hein, comme ses sculptures, qui ne maîtrise absolument pas tous les éléments de son quotidien, sur lesquels finalement elle dépend, en fait, pour pouvoir exercer correctement sa vie de peintre. Et c'est vrai que progressivement, en fait, le film se dévoile très fragile, parce que y a cette remise en question, finalement, du statut de l'artiste. Est-ce que l'artiste doit produire beaucoup? Est-ce que l'artiste doit nécessairement avoir une vie très rangée? Ou même est-ce qu'il doit voilà, afficher ses œuvres dans des expositions? Et la mise en scène de Kelly Reichardt, c'est ça, en fait. C'est vraiment un point de vue très, très resserré sur la personne qui est cet artiste incarné par Michelle Williams, hein, qui joue très très bien, encore une fois, dans ce film, qui était d'ailleurs dans The Fabelmans, dont on ne parlera pas, mais qui était très très juste aussi dans ce film. Et c'est une mise en scène qui la met dans des plans, je trouve, toujours évocateurs de sa situation, quoi. Elle est souvent immobile, finalement, avec ses sculptures. On a presque l'impression qu'elle est un élément de fond de peinture. C'est-à-dire que ces objets sont au premier plan, et d'ailleurs l'affiche est vraiment magnifique, je trouve, en ce sens. C'est les sculptures au premier plan, elle derrière, et derrière elle un mur gris. Et voilà, c'est assez représentatif de ce qu'est le film. Finalement, un faux film de personnage, où le personnage, c'est quelqu'un de complètement banal. Alors, elle a un statut, c'est vrai, c'est une artiste, mais elle se comporte pas autrement que quelqu'un d'autre. Ça, j'ai l'impression, quelque chose de très constant dans le cinéma de Kelly Reichardt. C'était déjà le cas quand même dans First Cow, où voilà, on suivait des gens tout à fait normaux. Et je voudrais revenir aussi sur la présence du pigeon dans le film, qui est voilà, un élément qui sort du commun, puisque du jour au lendemain, en fait, elle va devoir s'occuper de cet animal. Et en fait, ça amène un peu d'humour, mais en même temps, on peut le voir aussi comme quelque chose de forcément très métaphorique, hein, comme des éléments d'ailleurs d'animaux ou d'objets, en fait, dans des peintures, qui ont parfois une consonance particulière, qui ont une résonance un peu étrange dans certaines œuvres. Et c'est le cas ici. Et en fait, je trouve ça intéressant qu'à un certain moment donné du film, en fait, cet animal va rentrer littéralement, en fait, pendant une exposition dans l'établissement qui accueille l'exposition avec toutes les œuvres. Et c'est là, enfin, où on peut vraiment voir toutes les contrariétés, pardon, des autres autour d'elle, qui, eux non plus, finalement, ne sont pas les individus rangés qu'ils se prétendent, mais qui sont tout aussi, finalement, assez alertes de ce qu'il se passe à leurs alentours. Et voilà, je trouve que c'est vraiment très beau, quoi. C'est un film très symbolique, je pense. C'est vrai, pas évident d'accès quand même. Comme je le dis, c'est un film de contemplation pas sur du vide, évidemment, parce que... Enfin, sur du vide. Sur le vide, en fait, de la vie en un sens, mais qui est aussi une beauté dans la vie, quoi. Le fait de vivre dans ce vide-là,
de la création. Est-ce qu'il y a vraiment un temps pour créer? C'est un film qui vraiment, je trouve, questionne encore une fois, hein, on disait la même chose pour fermer les yeux, mais qui questionne vraiment les frontières d'un genre, les frontières de la comédie dramatique. Et voilà encore une preuve que Kelly Reichardt, c'est vraiment, pour le coup, quelqu'un à suivre. Et une femme réalisatrice à compter, évidemment, qui fait des films minimalistes, mais toujours très réfléchis, une approche souvent très lente, et qui donne à ses personnages et aux intrigues vraiment une sensibilité toute appropriée. Ouais, ouais, c'est vraiment en plus, oui, c'est vraiment une sensibilité qui est vraiment poussée très forte parce que c'est vraiment quasiment toujours ces sujets. Tu parlais de contemplation. C'est dingue ce rapport au sens qu'elle peut donner. Bah là, vu le sujet particulièrement touché, ces plans sur ses mains qui travaillent, et c'est vraiment, il y a vraiment une sensibilité qui naît par le sens même, c'est-à-dire ce sens du toucher, on ressent. Au même titre qu'il y avait vraiment tout un éloge du goût dans First Cow, ou qu'il y a vraiment un travail sur l'ouïe dans son cinéma aussi, de manière assez récurrente. C'est vraiment un... Kelly Reichardt, en fait, resserre de plus en plus son cinéma sur la question des sens, sur la question de ce qu'on se sent, c'est-à-dire nos interactions avec le monde extérieur, avec la matière. Et là, c'est vraiment un film sur ce sujet. Et ça en devient que plus intéressant, quoi. Ça apporte vraiment une dimension en plus au film. Et c'est particulièrement touchant. Vraiment, il y a un rapport à ses mains, à ce travail, très intéressant, très très beau, très bien mis en valeur. On arrive parfaitement par le geste à donner une valeur à la finalité. Et c'est ça qui est intéressant finalement dans ce travail d'artiste qu'elle décompose progressivement, c'est d'avoir tout ce geste-là. Et d'ailleurs, l'aspect à la fois drôle et dramatique, l'aspect donc très ironique, c'est que elle se retrouve à mener à ce que l'une de ces statues sur lesquelles il mettait le plus d'espoir se retrouve plus ou moins altéré dans son processus de création par un élément qui ne la concerne pas. Cet élément-là, c'est une étape qui est la cuisson du coup de la sculpture. Et voilà, c'est vraiment un décalage qui est filmé là par Kelly Reichardt entre d'un côté tout ce travail, tout cet éloge du geste, du mouvement, et tout à coup bah, le hasard, l'aléa de la vie qui fait que finalement, malgré tout ce travail, malgré toute cette volonté d'atteindre un but, un objectif précis, bah, il y a un élément qui fait que non, tu ne l'atteindras pas. Et voilà, ça crée un petit décalage très ironique, très touchant, parce que sa réaction, il y a vraiment une réaction chez Michelle Williams qui est vraiment très très forte là-dessus. C'est juste en silence, c'est juste un visage qui se décompose. C'est toujours très beau dès qu'un acteur et dès qu'une cinéaste sait filmer ça, un visage qui se décompose, parce que finalement ça fait juste que des mots, ça permet de dire quelque chose que les mots ne peuvent pas dire. Et c'est vraiment un passage que je trouve très touchant, presque déchirant, de voir juste ce travail qui en aucun cas n'est anéanti, mais qui n'est pas le résultat espéré, et de voir la réaction sur l'artiste. Et voilà, un grand film de sens, de sensibilité, de sensuel aussi, qui est Showing Up. Bah écoutez, merci vous deux, vous m'avez donné envie de le voir, curieusement, alors que je ne suis pas le plus grand fan de la réalisatrice à la base. Ouais, alors je vais vous présenter le film L'Amitié de Alain Cavalier, voilà, qui est sorti l'année dernière, en fait, qui avait été présenté au Festival international du film de La Rochelle et au Festival du film de Turin d'ailleurs, qui est un film documentaire assez particulier puisque c'est filmé intégralement à caméra portée. Et en fait, Alain Cavalier revient sur 3 segments différents, sur 3 hommes qu'il a connus dans sa carrière, qui ont entretenu en fait avec lui un rapport évidemment très personnel, puisque voilà, il s'agit de Boris Bergman, qui était celui qui écrivait les textes de Alain Bachung, et ensuite Maurice Bernard, producteur de cinéma,
avait produit notamment Thérèse, donc un des films d'Alain Cavalier, puis Thierry Labelle, qui est un acteur, qui était acteur dans Libéramé, toujours un film du réalisateur, et qui est devenu coursier. Et donc ces 3 parties du film sont 3 moments en fait où Alain Cavalier derrière sa caméra leur parle et ne leur parle pas à la fois, parce qu'en fait il veut avant tout les filmer dans leur quotidien, et il veut les filmer comme si lui n'existait pas, comme si lui se retirait en fait des pièces pour capter tout simplement les plus beaux moments que ces personnes entretiennent avec leur entourage, parce qu'en fait souvent ils les filment soit en couple, donc avec leur partenaire, ou alors si les partenaires ne sont pas là, c'est lui qui les questionne. Mais voilà, en règle générale, sur les 3 segments, il choisit de ne pas toujours poser des questions, de ne pas toujours leur poser des questions sur leur vie. Et c'est un film vraiment émouvant, je trouve, parce qu'il n'y a pas de structure préétablie finalement, même si voilà, on a 3 segments différents. Il n'y a pas quelque chose de très linéaire à ce qu'on regarde. Parfois, Alain Cavalier va décider de filmer une place qui est près de la fenêtre du bâtiment, par exemple, d'un de ses amis, parce qu'il trouve que c'est très beau. Et en fait, voilà, il va nous faire part, littéralement, sur le moment, de son désir de filmer les choses. C'est pour ça que aujourd'hui, je pense qu'Alain Cavalier, c'est un réalisateur, mais c'est aussi un filmeur sensible. C'est-à-dire que il considère que tout le monde peut faire du cinéma, mais il considère aussi que le cinéma, c'est parfois simplement prendre sa caméra, filmer des choses qu'il trouve belles pour son plaisir personnel. Et ça, c'est quelque chose qui se ressent énormément dans ce film. Vraiment un film qui n'a aucune prétention, si ce n'est de représenter comme ça pour Alain Cavalier ses 3 amis qui lui tiennent à cœur, voilà, avec qui il a toujours entretenu quelque chose de très particulier. Et c'est une forme assez passionnante, parce qu'Alain Cavalier, on le sait, mais pour ceux qui ne le savent pas, il s'est éloigné de la fiction. Voilà, il faisait beaucoup de films de fiction en début de carrière, et aujourd'hui c'est un documentariste évidemment depuis énormément d'années. Et voilà, c'est vraiment un beau documentaire. Alors après, il faut être intéressé par ce type de documentaire. C'est 1h40, c'est 2 heures, pardon, de documentaire comme ça sur 3 personnes qu'on ne connaît pas, et qui nous donnent envie d'aller à leur rencontre. Merci William. Ça nous donne vraiment envie de le voir pour le coup. Enzo, toi, tu l'avais vu le film ? Malheureusement non, j'ai pas vu, j'ai pas pu aller le voir, mais oui, je partage ce qui a été dit vis-à-vis d'Alain Cavalier, qui est sans doute parmi mes réalisateurs préférés, mes cinéastes de chevet, autant sa partie fiction d'ailleurs que sa partie documentaire. Et oui, c'est vrai que ce sont des vrais journaux filmés. C'est vraiment une forme très intéressante à découvrir, et je doute pas que l'amitié doit faire partie de ces films de grande qualité. On va passer à un magnifique documentaire, à savoir Sur l'Adamant de Nicolas Philibert. Travailler tout ça. C'est parce que je prends un traitement très fort que je désire pas que je peux tenir un dialogue avec vous, Guillaume. Sinon je me prends pour Jésus, moi. Bah, c'est bloqué dans la tête, toujours les mêmes délires, les mêmes choses. Personne n'est parfait. L'Adamant est un centre de jour unique en son genre. C'est un bâtiment flottant. Édifié sur la Seine, en plein cœur de Paris, il accueille des adultes souffrant de troubles psychiques, leur offrant un cadre de soins que les structures dans le temps et l'espace les aident à renouer avec le monde, à retrouver un peu d'élan. Bah écoute William, on va te réécouter. Pas de souci, puisque de toute façon c'est un film toujours documentaire, donc c'est même tant mieux que je puisse enchaîner sur un autre documentaire, surtout sur un documentaire de cette qualité-là. Mais oui, sur l'Adamant, bon, pour le coup, je connaissais absolument pas le travail de Nicolas Philibert. Et c'est vrai que c'est un film qui m'intriguait beaucoup, parce qu'il a eu l'Ours d'Or à la Berlinale, pardon. Et surtout par son sujet, parce que c'est vrai que un documentaire a priori, voilà, sur justement ce centre de jour, sur des adultes qui souffrent de troubles psychiques, c'est assez intéressant, d'une part parce que
il y a toujours cette frontière avec je dirais pas avec le registre du pathos, mais c'est vrai qu'il y a certains documentaires où parfois, voilà, ça peut devenir assez lourd. Et je me demandais comment Nicolas Philibert pourrait trouver finalement un équilibre assez juste pour vraiment bien caractériser les conditions de vie de ces adultes. Et sur la Damance, c'est vraiment très réussi. Alors je vais souligner tout de suite, je trouve la scène d'introduction qui est superbe, avec un adulte qui reprend le morceau La bombe humaine de Téléphone dans la salle de musique, en fait, dans laquelle les adultes peuvent jouer de la musique, qu'on retrouvera à plusieurs moments dans le film. C'est une scène que je trouve vraiment très forte, où voilà, on voit à l'espace d'un instant tous ces gens qui sont ensemble en fait dans ce centre de jour passer un super moment entre eux. Et voilà, alors en soi c'est simple, hein, c'est filmer des gens dans la vie des gens normaux dans la vie de tous les jours, mais ça fonctionne énormément. Voilà, et ça paraît vrai en fait ce qu'on regarde d'emblée. Et Nicolas Philibert, en fait, pendant son film, il va aller à la rencontre de ces différentes personnes, il va les questionner. Il va pas hésiter non plus à les filmer très proches, en fait, très proches, leur visage, leur tic de langage aussi, parfois certains qui bégayent par exemple, qui ont leur trait d'humour aussi particulier. Et c'est vraiment très beau, et je trouve que ce qu'il a fait sur 7 mois, c'est intéressant parce que il a une approche finalement parfois répétitive dans sa façon d'aller filmer ces gens, mais le film en vient vraiment à quelque chose d'abouti, je veux dire, sur le parcours des personnes qu'il filme. C'est-à-dire que ces personnes, on finit aussi, nous, par les côtoyer, par comprendre leurs aspirations, leurs désirs, vraiment ce qui les dérange ou ce qui leur fait mal dans leurs troubles. Et à la fin du film, on a l'impression de les connaître, malgré tout, malgré la durée du film. Et voilà, c'est vraiment touchant, je trouve. Et c'est pas juste une vignette de 3 minutes où on découvre une personne. C'est plus que ça, on va retrouver ces personnes plusieurs fois dans le film. Donc voilà un beau film, je trouve, sur une structure avec beaucoup de personnes et fait avec soin. Je suis d'accord, le film est véritablement beau. Déjà, le fait de se cloîtrer à l'intérieur d'un bâtiment, qu'il n'y ait pas de regard extérieur, force l'immersion, hein, et permet vraiment d'intégrer le spectateur à cette communauté. J'ai vraiment été touché par le film. Malheureusement, pas toutes les personnes souffrant de troubles psychiques n'ont la chance de rejoindre un tel cercle de bienveillance. Surtout qu'ils arrivent vraiment à s'épanouir grâce à de vrais accompagnements. Ils tiennent des discussions même très profondes, notamment sur l'art. Pas une journée est la même sur la Daman, grâce aussi à l'éclectisme proposé par les activités. Non, franchement, c'est une bulle déconnectée du temps, d'une pureté assez absolue. Et tant que j'y pense, c'est pas simplement une immersion pour les spectateurs, mais aussi pour les malades. Enfin, j'ai remarqué que les accompagnateurs et soignants étaient habillés normalement, quoi. Enfin, il n'y a pas de blues ou quoi que ce soit. Tout le monde est mis au même niveau, sans aucun rapport de hiérarchie. C'est juste des humains qui cohabitent ensemble. Et le regard, pour le coup, de Nicolas Philibert sur ces personnes est vraiment sublime. Et j'ai bien envie de découvrir le reste de sa filmographie. Oui, oui, de mon côté, je vais vous rejoindre parce que c'est. Moi, je trouve toujours dans le documentaire quelque chose, même dans le cinéma de fiction, on retrouve des films qui se permettent ces quelques pauses que j'aime beaucoup. Mais dans le documentaire, il y a toujours quelque chose qui me touche beaucoup, c'est dès qu'on observe juste
et qu'il n'y a pas de jugement. On n'est pas là en train de donner un avis par la caméra, mais non, de juste se rendre compte de quelque chose, juste être témoin d'un instant qui se passe avec des individus qui vivent un moment. Et je trouve qu'il y a toujours une forme de poésie qui en ressort, toujours quelque chose de très simple, de très beau, de très touchant, parce que finalement on voit juste un instant comme ça évidemment, ça peut être un instant déchirant, mais la grande force du film, c'est justement de nous montrer une multitude d'instants et que ces instants nous apportent tous quelque chose sur les individus qui sont filmés. Tu faisais un constat, Paul, sur le fait que tu as remarqué quelque chose dans le film, donc le fait qu'il n'y avait pas de blues, et c'est totalement la grande force du film, c'est qu'on n'est pas là en train de nous dire regardez, ils n'ont pas de blues, non, on nous filme juste une accumulation d'instants, et de ces instants en fait on observe, on se rend compte d'un univers. Ça en devient extrêmement touchant parce qu'on le découvre cet univers par les gens qui en font partie. Moi je reste absolument sans voix face à la séquence d'ouverture du film, que je trouve juste c'est très simple, ça paraît très con, mais juste ouvrir sur quelqu'un qui chante et des gens qui le regardent chanter, et juste se poser comme ça. Je crois qu'en plus, c'est rare un film qui se permet ça, d'ouvrir et de laisser une vraie place à la question de la chanson, à la question de la musique. Je pense pas avoir vu ça depuis peut-être... le film de Jonas Trueba, Venez voir, qui avait bon, là on est sur de la fiction, mais qui avait voulu faire ça. Et là voilà, là on ouvre juste sur quelqu'un qui chante, c'est très simple, c'est très con, pourtant c'est très beau, parce que c'est juste une observation d'un personnage en action qui nous présente un univers, qui nous présente quelque chose, et par ces interactions entre les individus, on n'est que des observateurs. À aucun moment Philibert se met en position de guide ou de juge ou je ne sais quoi. Non, on observe, et on fait peut-être la plus belle chose à faire dans un documentaire, on observe. Et moi je considère vraiment que c'est vraiment parmi le haut du panier, parmi le cinéma documentaire qu'on a eu en 2023, qui était d'ailleurs une très grande année de documentaires. Bah écoutez, on peut passer au film suivant, à savoir Stars at Noon de Claire Denis. Where are you from? I'm an American journalist. I came here as a special correspondent. And what about you? I'm here alone. We have 45 minutes till the bar closes. Une jeune journaliste américaine en détresse, bloquée sans passeport dans le Nicaragua d'aujourd'hui en pleine période électorale, rencontre dans un bar d'hôtel un voyageur anglais. Il lui semble être l'homme rêvé pour l'aider à fuir le pays. Elle réalise trop tard qu'au contraire, elle entre à ses côtés dans un monde plus trouble, plus dangereux. Je trouve quand même la critique vraiment sévère envers Claire Denis, et je m'interroge vraiment sur les attentes du public et même de la presse à l'égard de cette réalisatrice, car en fait il faut savoir qu'elle n'a jamais privilégié pleinement la narration, et que ça a toujours été un cinéma d'atmosphère. Claire Denis est une grande créatrice d'atmosphère, d'ambiance. En conséquence, je trouve les critiques souvent excessives et injustifiées. C'est du cinéma d'errance, mais pour le coup, oui, véritablement cinématographique, aux multiples odeurs et sensations. Elle écrit un postulat de départ, mais pour mieux se permettre justement de faire déambuler ces personnages, pour justement que le spectateur puisse assister à une perte lancinante de repères, pour justement se perdre avec les personnages. Quand au départ il y a un cadre établi et qu'on voit ce cadre justement exploser, et bien justement il y a quelque chose de très immersif. Et puis voilà, ensuite tout semble flotter, graviter au-dessus de l'actrice. Et justement, il y a une tension en plus érotique qui vient se cantonner à chaque instant. Et c'est fou car elle n'est pas obligée de filmer le sexe, car c'est toute l'ambiance générale qui est érotisée. Il y a un côté sensuel qui passe par la manière déjà de filmer les corps,
et par cette BO de Tindersticks qui accentue également le côté onirique de l'ensemble, comme d'ailleurs dans un autre film, un autre immense film de Claire Denis, à savoir Trouble Every Day. Alors oui, c'est déstabilisant, oui, on aimerait comprendre mieux, que les intrigues aient des résolutions, mais la réalisatrice joue justement de ça. Elle crée l'attente par l'étirement du temps pour mieux nous perdre, et enfin, c'est autant un thriller d'espionnage que Pacifiction en était un. On est à la limite de chaque chose, on flotte au-dessus de la vie et de la mort. Voilà, c'est un cinéma vraiment très très fragile, mais que je trouve personnellement envoûtant. Oui, bah c'est vrai que c'est toujours triste de voir comme ça des cinéastes qu'on peut admirer ne pas plaire au plus grand nombre. Euh, pour moi, avec Claire Denis, ça devient presque une habitude de me dire que ces films ne seront pas appréciés, ne plairont pas au plus grand nombre. Je crois que même High Life, qui était qui a peut-être un de ses meilleurs succès, on va dire, en termes de popularité, n'était pas non plus était loin d'être un film qui avait fait l'unanimité. Mais ici, on retrouve vraiment un film qui a été très, très décrié. Voilà, un avis que je partage pas du tout. Vraiment, je te rejoins sur l'aspect sensoriel des films de Claire Denis et de celui-ci particulièrement. C'est vraiment une cinéaste qui a le corps humain comme motif, l'aspect charnel, et qui c'est presque un jeu très formel des corps qui vont se déplacer comme ça, qui vont interagir, se rencontrer, se confronter aussi. Voilà, c'est de là que naît toute cette tension. C'est vraiment une grande metteuse en scène. C'est vraiment, voilà, parmi les plus grandes metteuses en scène des corps au cinéma. Voilà, je crois sincèrement que depuis les années 40 et Maya Deren, je n'ai pas vu de cinéaste aussi bien filmer les corps que Claire Denis. C'est vraiment, c'est un marque de fabrique, presque, si on pourrait appeler ça comme ça. On reconnaît un film de Claire Denis à son rapport au corps des individus, et la manière dont elle les fait interagir. Et l'aspect scénaristique, on passe presque au second plan, mais pas dans le sens où il n'y a pas de scénario, dans le sens où les conventions attendues de l'écriture ne sont pas les préoccupations premières de Claire Denis. Il y a presque, voilà, il y a un aspect où tout ce qui pourrait être de dimension poétique ou de l'ordre de l'interprétation, ça passe au-dessus, ça passe avant. Évidemment, si vous êtes habitué, on a des personnes qui sont habituées à vraiment des cinémas, un cinéma qui respecte les conventions classiques, très bien, mais c'est vrai que Claire Denis il ne faut pas attendre Claire Denis là-dessus parce que vous ne l'aurez jamais là-dessus. Tu citais Trouble Every Day. Pareil, on est dans un thriller de film d'épouvante, horreur, quasi muet. Voilà, c'est vraiment parce que c'est le corps qui parle avant tout. Ce ne sont pas les mots, ce ne sont pas des mots qui apportent des résolutions. Ce sont plutôt des corps qui apportent des problèmes. Et à ce niveau-là, c'est vrai que Stars at Noon, j'ai eu vraiment un immense Claire Denis face à moi et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais dire exactement ce que tu disais, Paul, sur le rapport qu'entretient, j'ai l'impression, le grand public avec Claire Denis, parce que je ne le comprends absolument pas. Et en fait, j'avais vu son film avec Amour et acharnement avec Vincent Lindon et Juliette Binoche qui était sorti avant Stars at Noon. Et en fait, je m'étais fait la même réflexion. Pourquoi tant de haine? Pourquoi vraiment autant de rejet, en fait? Même si, voilà, comme tu le soulignes, Enzo, ce rejet des conventions narratives qui forcément ne plaît pas forcément au plus grand public, mais même parmi les cinéphiles, hein, il y a quand même beaucoup on va dire une partie des cinéphiles qui rejettent littéralement ces derniers films, alors que, bon, déjà, j'avais aimé Avec Amour et acharnement, et je trouve Stars at Noon aussi franchement très convaincant pour ce qu'on peut attendre du cinéma de Claire Denis, car c'est ce que vous avez expliqué tous les deux. On ne voit pas un film de Claire Denis pour voir un scénario très, très attendu, ou voilà, un film d'auteur avec ses codes,
un déroulé narratif comme un autre. C'est pas du tout ça, et ce sont vraiment tout des expériences sensorielles. Même plus, je pense, que les films qu'on a cités avant, parce que c'est quelqu'un qui travaille énormément l'image, évidemment, mais comme tu l'as dit, Enzo, il y a vraiment cette façon de filmer les corps, les rapports entre les gens, et là, du coup, les rapports même sexuels et donc romantiques entre les deux qui s'installent, où voilà, il y a vraiment cette manière en fait de capter le désir qu'éprouvent l'homme et la femme inversement entre les deux, qui est assez forte. Et voilà, c'est un film très musical aussi, c'est vrai, Paul, tu disais Tindersticks. Il y a quand même des scènes sublimes avec cette musique. Tindersticks qui d'ailleurs faisait aussi la BO justement du film dont je parlais avec Amour et Acharnement. Et ici, évidemment, elle correspond superbement, encore une fois, au film. Sinon, c'est un film d'errance, comme le disait Paul. Très bien mis en scène, très bien je trouve, agencé dans son rythme. C'est vrai, il y a des choses un peu nébuleuses, on ne comprend pas forcément tout ce qu'il se passe avec cette histoire de complot, mais dans l'absolu, voilà, c'est pas forcément personnellement ce que j'ai retenu du film, c'est vraiment ces images, cette création d'atmosphère, et ça m'a un peu ramené sur certains films d'Antonioni, même si la forme est évidemment aux antipodes, mais voilà, il y a ce même côté finalement impénétrable, c'est le cas de le dire. Tiens Mathias, à toi de nous parler d'un film de 2023. Alors, moi, je vais vous parler de Jawan, qui est un film indien. Je vais rapidement dire le résumé. Donc, ça tient en quelques lignes. Un homme est poussé par une vendetta personnelle à rectifier les torts de la société, tout en tenant une promesse faite il y a des années. Il se heurte alors à un monstrueux hors la loi. Alors, l'année dernière, en 2022, on a eu gros film indien, blockbuster, un des meilleurs films de l'année qui était RRRR. Et là, l'année dernière, un film dont j'avais entendu parler assez tardivement, on va dire, ce Jawan, qui est un autre film indien, un mélange de thriller, de film d'action, toujours un peu avec des moments chantés, peut-être moins présents que dans RRR, mais tout aussi surprenant. Je ne dirais pas que le film est aussi bien, mais ça a vraiment été un des gros coups de cœur finaux dans les films que j'ai rattrapés là en fin d'année. C'est un film qui mélange vraiment pas mal de genres. La scène d'introduction, comme celle de RRR, nous plonge clairement dans une espèce de récit historico-mythologique avec un personnage qui sort de nulle part. On ne sait pas trop à qui on a affaire. Puis après, la scène suivante, c'est une scène de braque, sans trop en dire, mais une scène de braquage dans un train avec une prise d'otage. Voilà, c'est un film très surprenant. C'est peut-être le meilleur film de gauche, j'ai envie de dire, de l'année dernière. Je crois pas avoir vu de film aussi comme ça, aussi fort peut-être politiquement l'année dernière. Ça me dit rien là, comme ça en y réfléchissant, parce que Jawan assume vraiment ce qu'il est. C'est un blockbuster, un thriller, un film d'action, mais surtout un film politique, comme l'était déjà RRR d'ailleurs. C'est un film qui marche largement dessus, un film qui est très généreux, ça dure encore longtemps, hein, on est sur 2h45, 2h50, on s'ennuie pas une seule seconde. On a un des acteurs les plus connus indiens, moi je le connaissais pas, mais il est très connu dans son pays, c'est Shah Rukh Khan, qui joue donc deux rôles. Je spoilerai pas les rôles qu'il joue, mais il joue deux rôles principaux, et il est vraiment crédible dans ces deux rôles-là. Moi j'avais envie de parler de ce film parce que c'est pas un film qui a été énormément distribué en France, il est surtout sorti en VOD, j'ai l'impression. Il est sorti au cinéma, surtout dans la région parisienne ou dans les grandes villes, je crois. C'est un film franchement que je conseille à tout le monde si vous avez aimé RRR, si vous aimez le cinéma indien contemporain, mais même le cinéma indien en général. C'est un film qui ressemble vraiment à rien d'autre, qui ressemble vraiment à ce qu'il est, j'ai envie de dire. Euh, ouais, c'est un film ultra généreux, comme je l'ai déjà dit. Un film qui respire le cinéma, franchement. Je pense que vous serez pas déçus si vous le voyez. Voilà, je conseille fortement ce Jawan. Voilà. Bah écoute, merci Mathias, tu nous l'as bien vendu. Je me suis dit qu'en 2024, j'allais me faire un peu plus de films indiens. Parce que c'est vrai que pour le coup, le cinéma indien, enfin j'ai regardé des films des années 60, des Satyajit Ray, tu vois, tout ça, mais peu de films de notre époque.
Passons sans plus tarder à la Palme d'Or de 2023 et le film français concourant aux Oscars, Anatomie d'une chute de Justine Triet. Tu m'as dit que t'avais entendu tes parents, maman, t'es sortie de la maison, c'est ça? En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça faisait... Oui, mais non, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute ou pas. Enfin, je sais ce que j'ai entendu. Sandra, Samuel et leur fils malvoyant de 11 ans, Daniel, vivent depuis un an loin de tout, à la montagne. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte. Sandra est bientôt inculpée malgré le doute, suicide ou homicide. Alors, Anatomie d'une chute, gros morceau, un des films les plus marquants de l'année dernière. Au niveau, bon, c'est comme tu l'as dit, Paul, c'est la Palme d'Or. C'est un film dont on a fait qu'entendre parler, qu'on entendra parler, je pense. Il a eu énormément de nominations. Il a eu 5 nominations, si je dis pas de bêtises, aux Oscars. Donc c'est un film français. Au César, ce sera l'un des grands favoris. Voilà, si on pose comme ça, c'est un objet qui compte. Après, qu'est-ce qu'il en est du film en lui-même? J'ai envie de dire qu'on est sur un film qui joue entre le film de procès, le drame peut-être un peu intimiste sur cette mère de famille qui est accusée du meurtre de son mari. Euh, Très superbement incarné par Sandra Hüller. Sandra Hüller qui avait été révélée il y a quelques années déjà dans le formidable film de Marina 2, Tony Erdmann, qui d'ailleurs, j'en profite vu que je parle d'Anatomie d'une chute pour faire une petite parenthèse, un film qui lui avait été injustement boudé à Cannes, voilà, c'est refermé. Euh, Anatomie d'une chute, je dois dire que c'est un film plutôt intéressant dans ce traitement-là du procès. Les séquences de procès sont plutôt bien traitées. On a des personnages secondaires, je pense au personnage de Antoine Reinhardt, qui joue, je crois, un des avocats de la défense, euh, qui joue superbement ce personnage ignoble, qui essaye de contre-attaquer, de trouver des arguments porter, euh, pour porter préjudice au personnage principal incarné par Sandra Hüller. Ces scènes-là marchent plutôt bien. On a tout le point de vue du fils de Sandra Hüller. Bon, j'ai perdu le nom de l'acteur, mais incarné par ce jeune acteur qui est vraiment une des révélations du film. Avec le chien, je pense que c'est peut-être les deux plus grosses révélations du film. C'est ce qui marche le plus, en tout cas, dans le long métrage de Justine Triet, je trouve, à mon sens. Euh, Après, je dois dire que subjectivement, c'est peut-être pas un film qui a énormément marché sur moi. C'est un film que je trouve intéressant, comme je viens de le dire. Après, de là, à lui donner la Palme d'Or, peut-être que c'est un peu grand. C'est un film, c'est sûr que si on le met par rapport aux autres films de procès, si on le place dans les films de procès, dans la grande histoire des films de procès, c'est peut-être un peu compliqué de voir le bout. C'est un peu compliqué de se dire où est-ce qu'on situe Anatomie d'une chute. Forcément que voilà, c'est pas tous les jours évident. Après, en tant que tel, ça reste un bon film. C'est un film intéressant. J'ai envie de dire, ça permet de remettre un peu sur la carte le cinéma français. C'est bien de se dire qu'un film comme ça, en plus réalisé par une femme, d'autant plus. Oui, c'est très intéressant. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de plus? On a des Pardon, Enzo. On a Swan Arlo aussi en acteur, en ami je sais plus quel rôle il joue exactement, mais qui a un rôle assez surprenant, mais qui est toujours dans l'intériorité un peu. C'est vraiment un peu le contre-pied, j'ai envie de dire, du personnage, de l'homme qu'incarne Antoine Reinhardt. Voilà, To Be d'une chute, je dirais pas que j'ai été surpris par le film. C'est plutôt un bon cru de l'année dernière. Après, voilà, c'est pas un des films qui me restera forcément en tête, peut-être, quand je repenserai à l'année 2023, mais c'est bien d'en parler parce que forcément, de toute façon, il aura marqué, il aura marqué cette année 2023 et puis il aura marqué le cinéma français, quoi qu'il en soit. Merci Mathias. Will, quelques mots sur la manière qu'a Justine Triet de filmer le procès? Ouais. Bon, alors, je vais être assez honnête. Le procès, c'est pas forcément le passage du film que j'apprécie le plus. Mais évidemment, c'est bien filmé. En fait, ça m'a un peu rappelé personnellement le film La Vérité de Henri-Georges Clouzot, qui est un film qui est
pour moi en tout cas, véritablement un chef-d'œuvre. Et je sais pas, ouais, dans cette manière de filmer vraiment la position du personnage qui doit faire face aux accusations qui lui sont faites, sont portées à son égard, j'ai retrouvé vraiment cette même manière vraiment de la cadrer, de la filmer, même si ici c'est un personnage qui est pas du tout en détresse, puisque véritablement elle est plutôt, je vais pas dire qu'elle est sereine, mais elle a confiance en ses croyances personnelles et dans ce qu'elle revendique. Donc c'est plutôt intéressant comment c'est filmé. C'est vrai aussi la position ascendante de l'avocat général qui lui assène comme ça des phrases assez méchantes. Et le juge entre deux qui essaie de revenir un peu dans le combat, parce qu'on a l'impression qu'il est inexistant, mais c'est à la fois ce qui me dérange du coup, parce que je trouve que ça a un peu sa limite dans la crédibilité de l'issue du film. Où elle finit par gagner le procès. Désolé pour ceux qui l'ont pas vu encore une fois, mais bon, les spoilers, on s'en fout. Personnellement, c'est quelque chose qui me dérange quand même, parce que la juge n'a littéralement aucun pouvoir, j'ai l'impression, en fait. Pendant ce procès, d'ailleurs, elle n'est pas du tout filmée comme quelqu'un qui puisse dire un mot. Hein. Et cet avocat général qui sort aussi un livre en plein milieu du procès, on ne sait pas trop pourquoi. Après, voilà, sur la mise en scène, c'est plutôt bien fait, pour répondre à ta question, Paul. C'est plutôt bien réalisé, de toute façon, tout le film est très propre sur la technique. J'ai pas grand chose à rajouter. Moi, je trouve que Trier filme magnifiquement bien le procès. Par contre, pour moi, expliciter les enregistrements avec des images, c'est juste dommage, et ça casse l'immersion du tribunal. En fait, il y a plusieurs immersions. Je pense qu'elle voulait vraiment nous faire suer dans le tribunal et vraiment nous confronter à la réalité du lieu et du moment. Le problème, c'est que ça colle pas du tout avec les flashbacks. Le gros problème que j'ai avec le film, c'est que Justine Triet essaye, par le biais de son dispositif filmique, de créer un film assez réaliste dans la forme, avec une absence de musique extra-diégétique, avec des scènes assez lentes, mais elle se sent obligée de se diriger vers le spectaculaire lors de quelques scènes. Et j'aurais préféré peut-être que tout soit plus froid, parce que j'ai l'impression qu'elle contredit ses intentions. Enfin, c'est vrai, quoi. Filmer un procès et expliciter par des disputes, je ne trouve pas ça intéressant. Je trouve ça dommage. Mais voilà, sinon ça reste un bon film de procès, je suis content de son succès à l'international. Et évidemment, je vois que la réalisatrice essaye de créer l'ambiguïté, de nous faire douter sur les intentions de son personnage principal. Le problème étant que je trouve certaines réactions ou certains dialogues un peu trop orientés, et dans le sens où parfois je ne sens plus l'ambiguïté, j'ai juste l'impression qu'elle n'est pas coupable. Et je pense qu'il aurait fallu plus de mauvaises pistes du côté justement, elle est coupable. Parce que, par exemple, la scène où le fils découvre le meurtre et qu'ensuite la mère arrive sur les lieux du crime, voilà, cette scène-là, lors de cette scène, la mère semble choquée. Elle arrive, elle est choquée. Et là, je me dis, pourquoi jouerait-elle le choc alors que son fils est aveugle ? Elle peut très bien faire entendre par sa voix qu'elle est mal, mais ouais, je trouve que c'est peut-être un surjeu par rapport à la situation si elle était coupable. Mais après, le sujet du film n'est pas la vérité, donc on va dire que je passe outre. En fait, concernant le film, j'ai à peu près les mêmes qualités et les mêmes petits reproches à en donner. Évidemment que je suis assez... je ne vais pas jusqu'à dire admiratif, mais j'aime plutôt la manière dont elle essaye de s'approprier le film de procès. J'aime les choix formels, j'aime le choix de cette image avec un mouvement qui va pas bien, avec un défaut sur l'image, avec... Voilà,
cet aspect très, c'est un aspect très étrange parce que finalement, en fait, on a presque parfois l'impression qu'elle filme le procès comme on filmerait en fait un Noël en famille avec le caméscope des mamans, quoi. Et ça, pour le coup, j'ai trouvé vraiment ce choix-là plutôt intéressant parce qu'il y a vraiment cet aspect. Voilà, on décortique la famille, et ben on la décortique et on va même presque prendre la forme du film de famille. Et à contrario, on a dans ce même procès euh, parfois une mise en scène qui veut mettre une forme de hiérarchie, parfois un scénario aussi qui veut mettre une forme de hiérarchie, et les deux me dérangent parce que ils ne mettent pas en forme en fait la même forme de hiérarchie, et ils se contredisent, et pendant le fait qu'ils se contredisent, ils me font sortir du récit parce que je trouve que ça devient absurde. Tu parlais voilà de Will du livre comme d'un livre comme preuve, pardon, comme preuve, où on peut parler aussi de voilà par moment presque du procès d'intention qui est fait au personnage de Sandra Hüller, mais presque de manière très violente, hein, qui me semble peut-être un petit peu trop violente, peut-être un petit peu trop exagérée. Voilà, je trouve qu'on est parfois dans des rapports très limites vis-à-vis de la réalité, qui m'ont fait voilà, vite re-questionner tout le réalisme du film, alors que je trouve pourtant sa forme très intéressante, son postulat de base très intéressant. Je rejoins à moitié Paul sur l'aspect ambigu du personnage. En fait, ce qui me pose problème dans l'ambiguïté, mais d'un autre côté, c'est aussi bien la qualité du film, on pourrait me rétorquer ça, et on aurait sans doute raison de me dire ça, mais j'ai un peu la sensation qu'il y a un tournant dans le film, c'est dès lors qu'il passe la preuve, enfin l'argument du poids des individus, des corpulences des individus, et c'est vrai que après voilà, je suis loin d'être le roi du juge en affaires des procès, bien sûr, mais c'est vrai que pour moi c'est un vrai tournant de ce film-là parce que c'est vraiment quelque chose de très marquant pour moi. C'est que ça me paraissait vraiment un argument très fort. Alors peut-être ça n'a aucune valeur, peut-être que je me trompe royalement sur le sujet, mais le fait d'évoquer les corpulences des deux individus pour montrer que la situation paraît assez impossible, moi ça m'avait plus ou moins convaincu, et je trouve que la manière dont elle le filme est assez convaincante parce que justement là où on filme les arguments contre Sandra Hüller, on les filme de manière très agressive, très on veut imposer une vérité. Là on l'a filmé de manière avec une personne qui vraiment fait son travail, qui essaie d'employer le mot juste, qui ne va pas affirmer une vérité, qui va émettre le fait que c'est une possibilité très forte et tout. On filme vraiment ça d'une manière très modérée, et finalement on s'approche très vite du coup ça en devient donc très convaincant. Moi c'est aussi ça qui m'a convaincu, c'est parce que la mise en scène me paraissait vouloir rendre ça convaincant, et une fois qu'on filme ça, en fait, je trouve que le rapport du coup entre les deux est assez déséquilibré par les choix de comment on met en scène, comment on représente les deux parties, les deux penchants de la balance. Et je suis du coup assez troublé que finalement ça arrive très vite, et que on tombe presque à chaque fois dans une accumulation par moment d'excès, ou j'ai pas envie de dire de clichés dans ce qui peut suivre, dans ce qui va à l'encontre de Sandra Hüller. Moi, honnêtement, je pars du principe que ça ne m'intéresse pas de savoir si elle est coupable ou non. Et j'aime beaucoup cette ambiguïté de fin, qui est vraiment l'ambiguïté pour moi réussie du film. C'est qu'on ne sait pas, après tout, même si, de par la mise en scène, j'ai quand même mon idée sur ce que pouvait penser Justine Triet. Mais cette ambiguïté-là me semble plutôt réussie, je l'aime plutôt bien. J'aime cette idée de terminer sans donner de réponse. Néanmoins, je trouve qu'il y a quand même une grande partie du film, enfin de la partie de procès, qui peut potentiellement, disons, tourner en rond par le fait que c'est un même procédé, une même manière de présenter l'argumentation, et qui me semble très maladroite. Enfin, voilà, non, très maladroite, c'est peut-être un peu exagéré, mais qui me semble avoir quelques maladresses, quelques exagérations, ou quelques facilités aussi d'un point de vue formel. C'est vrai que ça aurait été intéressant, comme tu as dit Paul, peut-être d'avoir le témoignage audio uniquement en audio, parce qu'après tout, si on nous immerge dans le procès,
c'est aussi intéressant de ne pas avoir l'image, au même titre que les personnes n'ont pas l'image. Après, c'est aussi intéressant parce que ça crée un décalage sur le fait que nous, on a une certaine vérité. Cette vérité, c'est la vérité que Justin Trier veut qu'on voit, et que ces personnages-là, ces personnages qui font partie de l'univers de l'univers du procès, n'ont pas cette vérité qui est la caméra de Justin Trier. Donc c'est intéressant ce décalage, et d'à côté, ça aurait été aussi intéressant d'autres choix. Donc voilà, c'est un film, encore une fois, que j'ai beaucoup aimé pour ses enjeux formels, pour sa volonté de représenter d'une certaine manière le procès. Mais à contrario, je me dis qu'il y a un tas de détails qui peuvent jouer contre, et parfois ça se joue dans les détails malheureusement, et c'est peut-être pour ça que j'ai pas non plus suradoré le film. C'est malgré tout, je pense, un film important sur la représentation de la justice française, parce que c'est vrai que le film de procès, on l'imagine quand même souvent comme ce qu'on a l'habitude de voir en fait dans les films américains, puisque bon, c'est littéralement voilà le pays qui a produit le plus de films de procès. Et je trouve que le postulat de base, qui est quand même assumé globalement sur tout le film, de faire un film sur l'interprétation, sur la difficulté d'interpréter et d'apprécier des faits en justice, c'est vraiment intéressant, et c'est une démarche que je trouve très forte. Mais voilà, on a expliqué ses limites, et Paul et Enzo l'ont très bien fait, de jusqu'où est-ce que vraiment, voilà, si on fait un film sur la difficulté d'appréciation des faits, est-ce que vraiment il nous faut matérialiser les perspectives des personnages sur ce qui s'est passé? Je suis pas sûr que ce soit nécessaire, parce que c'est en les matérialisant qu'on rend moins flou ce qui paraissait plus lointain en fait dans nos esprits. C'est ça qui est un peu dommage. Alors que si ça n'avait pas été fait, le doute, le suspense aurait été un peu conservé. Et c'est pour ça que, même si effectivement, comme Enzo l'a dit, la fin du film, je la trouve réussie, voire très réussie, dans le sens où le film nous dit explicitement que même si le personnage a gagné son procès, ça ne veut pas dire que sur les faits elle avait raison, qu'elle a en soi eu raison, on va dire, dans ce qu'elle alléguait sur tout le film. Elle en est juste sortie en fait. Ça ne veut pas dire que elle va forcément oublier ce qui s'est passé ou ce qu'elle a fait. Donc ça, c'est vrai que c'est une belle fin. C'est juste dommage d'illustrer comme ça la perspective de l'enfant. Je trouve que c'était pas nécessaire non plus. Mais beau film, globalement un beau film. Oui, globalement, Ouais, un très beau film. c'est vrai que c'est un. Après, voilà, bon, c'est vrai qu'on parlait de. Voilà, tu t'évoquais le faux grand argument qui est celui de l'enfant, et voilà, pour ce qui me dérange là-dedans, c'est évidemment que la manière dont il est emmené, on a presque l'impression que c'est le tournant du film, alors que mais pas du tout. C'est peut-être même l'argument auquel on doit peut-être le moins croire, même s'il y a quelque chose de très beau, il y a une idée très poétique dedans, que finalement celui qui voit la vérité, c'est pas forcément celui qui voit avec ses yeux. Il y a une idée très poétique, mais qui est peut-être amenée de manière maladroite. Mais voilà, après, je pense qu'il faut rappeler que c'est aussi une palme d'or, et peut-être que ça se joue sur nos attentes, peut-être qu'on se permet plus de critiques sur la question du détail, sur nos attentes. Voilà, ça reste un film voilà, qui a le mérite qu'on en parle parmi les meilleurs films de l'année, mais voilà, peut-être qu'on se permet plus de critiques, vu son statut, voilà, vu la réputation qu'il précède. Passons sans plus tarder à Killers of a Flower Moon de Martin Scorsese. The Osage, they have the worst land possible. But they outsmarted everybody. The land had Au oil début du on it. XXe siècle, le pétrole a apporté la fortune au peuple Osage qui, du jour au lendemain, est devenu l'un des plus riches du monde. La richesse de ces Amérindiens attire aussitôt la convoitise de blancs peu recommandables qui intriguent, soutirent et volent autant d'argent Osage que possible avant de recourir au meurtre. Alors, gros morceau encore de celui-là, que ce Killers of the Flower Moon, le nouveau film de Martin Scorsese. Quel plaisir tout d'abord de le voir au cinéma, après The Irishman qui était sorti directement sur Netflix dans nos contrées. 3h30 encore. The Irishman, je crois qu'il faisait à peu près pareil. C'est une grande fresque historique. Grande fresque historique maîtrisée.
Ça, c'est clair. C'est-à-dire que le film n'est pas maîtrisé. On a toujours une mise en scène peut-être plus sobre que d'habitude, mais qui est toujours très forte, très solide, sur les visages, sur les caractères des personnages. Euh, la photographie, c'est pareil. Je sais plus si c'est le même directeur. Je sais plus si c'est Rodrigo Prieto, je crois qu'il s'appelle, qui avait fait notamment Silence. Je sais plus si c'est lui, mais on a toujours une photographie très noire, très sombre, qui colle bien avec l'ambiance de ce film. On est entre le western, parfois on est presque, surtout certaines séquences ou même des plans, on n'est pas loin du film d'horreur, du thriller horrifique, j'ai envie de dire. Euh, je trouve ça très intéressant que le film prend plusieurs points de vue. On a le point de vue du personnage de Leonardo DiCaprio, dont la performance n'a pas toujours été appréciée par tout le monde. Euh, D'ailleurs, il n'a pas été nommé aux Oscars, mais bon, ça c'est qu'un détail. Euh, on a le point de vue surtout de la révélation, la grande révélation du film, Lily Glaston, qui pour moi est vraiment le plus gros point fort du film, celle qui rayonne. D'ailleurs, quand elle n'est pas présente, je trouve que le film a tendance à un peu s'éteindre. Euh, c'est vraiment elle qui porte, je trouve, à bout de bras le film. J'ai presque envie de dire qu'elle vole la vedette. Enfin, je ne veux pas dire, j'ai presque envie de dire, c'est le cas. Elle vole la vedette aux autres acteurs, ça c'est sûr. Euh, c'est la première fois que Scorsese traite un sujet de cette manière-là, enfin traite le western. En plus, il parle des Osage, comme tu as dit, Paul, dans le résumé. Il rend hommage à ce peuple qui a été massacré, qui a été pillé, dont les ressources ont été pillées par l'homme blanc. L'homme blanc qui est extrêmement bien interprété, enfin le vilain, l'homme blanc profiteur, hypocrite, est extrêmement bien interprété par Robert De Niro, qui pour le coup livre une de ses grandes performances dont il a le secret. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu aussi en forme, et là, ça fait vraiment plaisir de le voir à ce niveau-là. Bon, je dois dire que peut-être, moi, au niveau personnel, le film m'a peut-être un peu déçu parce que j'en attendais énormément, mais on est quand même sur un gros morceau de cinéma, hein, on va pas bouder son plaisir. C'est un des grands films de l'année dernière, ça va de soi. Euh, il y a des séquences qui restent largement en mémoire. Toute cette, euh, toute cette hypocrisie sous-jacente, le fait que les personnages sont manipulés, le personnage de Leonardo DiCaprio qui est à la fois manipulé par son oncle incarné par De Niro, qui à la fois manipule sa femme incarnée par Lily Glaston, on est tout dans ces jeux de pouvoir. Le film rappelle bien sûr Les Affranchis, ça rappelle un peu Les Infiltrés également. Non, on est un peu sur quand même un best-of du cinéma de Scorsese, ça c'est sûr qu'il faut le reconnaître. Euh, Scénaristiquement, le film est quand même assez fort sur pas mal de choix, je trouve. Non, non, c'est franchement, c'est vraiment un des très bons films de l'année dernière. Je vais laisser la parole à mes camarades, je pense. Euh, on verra ce qu'ils ont à rajouter dessus. Voilà. Killers of Flower Moon, donc on a, euh, on a le retour de Scorsese. Euh, Moi, ce qui me saute aux yeux en premier lieu, c'est quand même que pour un western, eh ben, j'ai quand même très peu d'images vis-à-vis de la question du décor. J'ai quand même très peu de plans larges d'abord. Et en fait, le décor est omniprésent dans le film, mais il n'est pas en fait un sujet du film. Parce que ce qui intéresse Scorsese, c'est ce qui se cache derrière. C'est vraiment tout son sujet vis-à-vis de ce film. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui cache derrière les personnages, derrière les apparences, que ce soit voilà, c'est-à-dire, on entre dans le monde d'ailleurs du film par une photographie. On part de photographies qui sont voilà, des vraies photographies. Ensuite, on a une imitation de photographie. Par cette imitation, on entre dans le mouvement. Et dans ce mouvement-là, on découvre le personnage de Leonardo DiCaprio. C'est-à-dire, on parle littéralement d'une image, d'une apparence, pour ensuite entrer dans le film. Dès qu'on entre dans l'univers du western, on a ce plan large sur toute. Du coup,
c'est foreuse. Et ensuite, on a quasiment plus aucun plan large. De mémoire, je prendrais même le pari qu'on n'en a aucun de tout le film à partir de ce moment-là. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de très fort parce qu'il va faire ça aussi avec les personnages. On a une apparence, et ça, c'est quelque chose qui va vraiment bien mettre en scène avec des chants contre chants vraiment très très intelligents, mais vraiment mise en scène d'une manière sublime, parce qu'en fait, tous ces chants contre chants sont construits de manière à cacher quelque chose des personnages, et que finalement, il arrive à les casser au moment où on découvre quelque chose d'eux. Le plus marquant, c'est vraiment cette rencontre finale, cette discussion finale entre DiCaprio et Gladstone, où finalement, tout à coup, Gladstone se rend compte de qui est DiCaprio, le personnage de DiCaprio. L'apparence est trompée, il se rend compte de toute sa bêtise, elle se rend compte de toute sa lâcheté. Et tout à coup, voilà, on vient casser le champ contre champ. C'est vraiment une construction vraiment de la mise en scène très intelligente dans le film. Voilà, on arrive finalement avec un sujet, avec une durée, avec un cinéaste aussi, où sur le papier tout peut nous paraître supra-maximaliste, et au contraire, non, on va chercher dans l'intime, on va chercher dans ce qui est caché derrière les individus, caché derrière l'humanité, et ça en devient vraiment un film très terrifiant dans ce sens-là, et terrifiant dans le bon sens du terme. Évidemment, c'était un film que j'attendais beaucoup personnellement, comme tout le monde, j'imagine d'ailleurs, puisque bon, c'est le maître Martin Scorsese. C'est encore un film très long, je crois que ça fait 3h40, il me semble, comme dit Irishman, qui était très long aussi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que on est quand même face à un film, ce que j'appellerais un film monde, entre guillemets, où absolument en fait tous les groupes d'interaction sociale sont représentés, et des persécuteurs en fait aux victimes. Et Martin Scorsese filme autant un crétin qui est magnifiquement joué par Leo DiCaprio, hein, qui est un acteur voilà, encore une fois exceptionnel dans ce film, que voilà, ces victimes, Lily Gladstone en tête, le tortionnaire, Robert De Niro, deux vedettes, et donc cette révélation Lily Gladstone. Et du coup, en fait, on prend un certain plaisir finalement à suivre cet anti-héros un peu débile sur les bords, qui agit contre lui, en fait, qui agit sans savoir vraiment concrètement ce qu'il fait. Et en même temps, on voit sur le même présent que ce personnage-là les conséquences directes ou indirectes de l'exploitation par les Américains des terres Osage pour exploiter le pétrole. Et donc, je trouve que cette machination de pouvoir, qui est un thème tellement présent dans le cinéma de Scorsese, s'applique tellement bien au western. Il fallait de toute façon que Scorsese finisse par faire un western, et ça s'applique magnifiquement bien ici. Voilà, c'est aussi un film qui est très 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 juste, je trouve, dans la manière de filmer la douleur des personnages, la mort des personnages, de ces indiennes, de ces indiens, toute la tradition aussi qui est anéantie, j'ai envie de dire, ouais, par l'américanisation de la culture, l'exploitation des territoires de plus en plus américaines. Et voilà, c'est vraiment un point de vue qui est extrêmement touchant et que je trouve très bien développé, des personnages, des relations complexes comme on en voulait, beaucoup d'humour aussi, d'humour noir. C'est un film, voilà, qu'il faut, je pense, il faut prendre du recul, parce que en fait j'étais sorti du film et c'est vrai que j'entendais des gens dire que en fait ils ne comprenaient pas l'intérêt de suivre un film comme ça où le personnage fait des décisions toutes illogiques. Bah justement, voilà, c'est tout le principe de Killers of the Flower Moon. On suit les tortionnaires, les gens qui exploitent pour donner de la valeur, de l'humanité aux gens malheureusement qui méritaient davantage. Et voilà, ce discours de fin est tout aussi sublime, exprimé par le maître, parce que Scorsese, c'est quand même un des maîtres encore aujourd'hui. Bah écoutez, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. C'est excellent. Je trouve que Scorsese a vraiment cette faculté à nous immerger directement au cœur de ses récits. On sent qu'il fait la synthèse aussi de son cinéma avec toutes ses thématiques.
mais j'ai l'impression qu'il insuffle quand même à son film un côté beaucoup plus sensible et humaniste. Tellement humaniste qu'à la fin, il va directement d'ailleurs prendre la parole. Non, c'est un très beau film, mais vous avez bien fait le tour du sujet. Ben écoutez, je vais vous présenter le prochain film. Enfin, le prochain film. Une annonce de film, plus précisément. Il s'agit du film-annonce du film qui n'existera jamais de Jean-Luc Godard. Alors, j'ai eu la chance de le voir à Cannes. Et quel essai pour terminer une carrière. Bien qu'inachevé et durant 20 minutes, le film a une puissance assez dingue. C'est simplement des pages d'un cahier qui se tournent, coloriées avec des photos collées et des citations, ou comme si vraiment dans un dernier élan, Godard alliait tous les arts une dernière fois, de la littérature au cinéma, en passant par la peinture et la photographie, pour dire vraiment adieu aux décennies de création qu'il a derrière lui. On pense évidemment à son avant-dernier film, Le Livre d'images, donc son dernier long métrage qui, on pensait, était le point final de 60 ans de collage. Ici, je dirais qu'il est moins dans cette recherche, il est plus dans l'abstraction, comme si vraiment il revenait à une forme primaire de l'art, donc art avec un grand A. Il allie, associe des éléments premiers pour justement révéler une grandeur par combinaison. Et je lui trouve même curieusement un petit côté suprématiste, dans le sens où tout semble très géométrique dans les tracés, dans les découpes de photos. On est vraiment dans une forme esthétique que je qualifierais de non objective, tel un Malevich. Et évidemment, Godard ironise le tout, provoque en s'emparant de sujets délicats, mais ce qui va rester finalement, ce ne sont pas ce qu'il dit dans le sens littéral. Ses paroles, en soi, on s'en fiche un peu. Ce qui va rester, c'est ce que le son et l'image, et évidemment le montage, laissent transparaître. La beauté cachée de chaque chose, ce que le spectateur voit personnellement plus que ce que le réalisateur pense en faisant le film. Et justement, je pense que ce côté didactique se ressent encore plus que le film, ou le livre pourrait-on dire, est inachevé. Maintenant, c'est au spectateur de trouver les clés, d'envisager les possibilités et de lui donner une compréhension totale, en tenant compte justement de la filmographie gargantuesque qu'il laisse derrière lui. Même si je devais finir de manière poétique, je dirais que les pages du film qu'on ne découvrira jamais sont en réalité les pensées véritables d'un auteur qui ont existé et qui ne peuvent plus apparaître de manière matérielle ou immatérielle. Donc, avant d'être un film qui n'est pas fini, c'est un souffle coupé d'un artiste total, de l'un des plus grands artistes de la planète, indéniablement. Je te rejoins totalement sur le fait que c'est vraiment un film à découvrir et vous vouliez découvrir aussi la film de Godard pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait. Enfin, du moins, ce que vous pouvez, parce que découvrir tout, ça sera compliqué. Ah, mais le tout en vaut le coup, hein. Tout vaut le détour, n'empêche, hein. Il n'y a C'est pas vrai. une fausse note. C'est vrai que même les films les moins j'apprécie le moins, il y a forcément quelque chose qui m'intéresse quand même dedans. C'est assez merveilleux. C'est ça, il y a toujours un moment, il y a toujours une émotion due au montage, à l'alchimie entre l'image et le son. Enfin, il y a toujours des moments qui restent plus que des films en soi, et c'est juste fou de se souvenir d'autant d'émotions dues à sa liberté de création. Mais c'est vrai. Mais juste pour revenir quelques instants sur ce que tu disais sur l'aspect sur l'aspect vraiment très, très collage, très, très formel, très presque des formes géométriques, c'est que c'est quelque chose qui est assez marquant parce que dans son œuvre, c'est qu'on a tendance à dire, il y a plusieurs, et puis moi-même je suis le premier à dire qu'il y a plusieurs périodes dans la filmographie de Godard, certes, mais en fait, elles ont toutes une certaine
une certaine logique, c'est que entre elles, c'est que Godard n'a jamais cessé de faire du collage. Godard n'a jamais cessé d'être un cinéaste de la citation, et que finalement c'est juste la citation en elle-même, sa manière, son rapport à la citation, qui s'est modifiée et qui, avec le temps, est devenue de plus en plus abstraite jusqu'à presque devenir des formes. Et c'est vraiment une carrière de cinéaste comme on aurait une carrière d'un artiste peintre, voilà, c'est vraiment voilà, je trouve ça fascinant, son rapport à la citation, comment il s'est transformé avec le temps, et vraiment ces derniers films ne sont vraiment que la suite logique finalement du chemin qu'il a décidé de prendre au fur et à mesure des décennies. C'est ça, au départ, il était plus dans la matérialisation de sa pensée, et là on arrive vraiment, du coup, comme tu le dis, à son abstraction, et on arrive à son immatérialité pour... justement, ouais, il arrive à une forme plus simple, mais aussi peut-être plus pure. Et je trouve que vraiment finir sa carrière sur ce geste, sur cette représentation aussi artistique, mais vraiment en empruntant à tous les arts, finir vraiment de cette manière, je trouve ça assez sublime et vraiment touchant. Enfin, il aura fait un sans faute. On va passer à L'enlèvement de Marco Bellocchio. Edgardo. Sono io. Io sono il padre di Edgardo Mortara. Inutile discutere. Un battesimo non si può annullare. Chi l'avrebbe battezzato e nascosto da noi? Sur l'ordre du cardinal, ils sont venus prendre Edgardo, leur fils de 7 ans. L'enfant aurait été baptisé en secret par sa nourrice, étant bébé, et la loi pontificale est indiscutable. Il doit recevoir une éducation catholique. Alors oui, L'enlèvement, donc le nouveau film de Marco Bellocchio. Alors Marco Bellocchio, bon, on le présente plus. On présente plus son rapport à l'histoire italienne. Un rapport vraiment très irrévérencieux. En soi, c'est vraiment une relecture à chaque fois très critique. On s'intéresse à ce qui peut-être est caché, ou ce qui devrait être caché, parce que c'est toujours des histoires assez dérangeantes. Et avec ce film-là, on a vraiment un rapport très similaire avec son précédent film de fiction, Le Traître, Il Traditore, dans son titre original, qui était vraiment un film qui va presque reprendre les mêmes étapes que L'enlèvement, sinon que ce qui est intéressant, c'est que ils vont raconter deux choses différentes. C'est-à-dire que si Le Traître racontait une explosion, L'enlèvement, ça raconte l'histoire d'une implosion. En fait, c'est toujours tous les rapports qui sont présentés dans le film sont des rapports qui implosent. C'est-à-dire que on veut recentrer le problème, on veut vraiment tout rediriger vers l'intérieur. C'est un film sur l'intimité. À chaque fois, ce sont vraiment des intimités qui sont reliées par un phénomène, par un personnage, le personnage de l'enfant. On a vraiment un traitement de l'enfant qui va peut-être sembler déjà vu, parce qu'on a vraiment des aspects très, très poétiques dans le rapport de l'enfant qui est celui qui voit. C'est même un film qui va plus loin, L'enlèvement, parce que par-delà le fait que c'est celui qui voit, celui avec lequel on a vraiment un regard, une mise en scène qui se crée, c'est aussi le personnage qui fait du montage. L'enfant dans ce film-là, il va se servir de ses souvenirs, c'est-à-dire de ce qu'il a enregistré dans son œil dans le passé, et qui va le ressortir par moments, notamment lorsque il va se cacher dans la tenue du pape pour faire un cache-cache qui lui rappelle évidemment quand il allait se cacher sous la jupe de sa mère. Et il y a vraiment un jeu de montage qui me fait grâce à l'enfant, c'est vraiment l'enfant cinéma presque. Et vraiment Marco Bellocchio va jouer sur cet aspect d'implosion, sur le fait qu'on se ressente sur l'intimité, que c'est cette intimité-là où tout se détache, tout se décompose. C'est un film qui tend vers ça, et qui même crée un rapport très étrange, parce que finalement on a presque l'idée d'une fresque historique. C'est un film sur plusieurs années qui nous montre vraiment il y a un travail de reconstitution, et finalement c'est un travail de reconstitution, mais on est toujours de l'intérieur, on est toujours avec la famille, on est toujours avec le sanctuaire du pape, on est toujours avec l'enfant, avec le groupe des enfants.
on est toujours dans des intériorités, dans des relations intimes, et c'est vraiment le parti pris très intéressant du film. Tu peux prendre la parole, hein? Oui, tu peux prendre la parole, Mathias. Fais comme chez Ouais, toi, sers-toi un petit café. Ah, parfait. Ah ben, super. C'est très juste ce que tu dis, Enzo. J'ai envie de rebondir sur ce côté intime, cette intériorité des personnages, la séparation de la famille qu'on trouve pour avoir vu certains films de Marco Bellocchio, que l'on trouve assez souvent dans sa filmographie. Je pense à son premier long-métrage, Les Poings dans les poches, en 1960, où on avait ce personnage de fils. Je sais pas si c'était un fils unique, je sais plus s'il avait les frères et sœurs, mais de fils qui se retrouvait un peu tout seul dans cette famille, à devoir un peu presque se battre, à survivre, parce qu'il n'avait pas forcément les mêmes idées, se sentait un peu seul finalement au milieu de cette famille, contre les différents membres de sa famille. Je pense à Vincere, où on a une mère qui se retrouve séparée de son enfant. C'est un peu la même chose d'ailleurs dans, euh, dans le film du jour, dans l'enlèvement. L'enlèvement, franchement, c'est un film très brillant. Le film a eu, non, j'allais dire, non, il n'a pas eu de prix justement à Cannes. De toute façon, Bellocchio, il a pas énormément, je crois qu'il n'a jamais eu de prix à Cannes. On se demande pourquoi, mais ça, encore une fois, c'est notre histoire. Euh, c'est un film très brillant sur ce point-là, surtout le rapport à l'Église aussi. Ça faisait longtemps, je trouve, au cinéma qu'un film n'avait pas égratigné comme ça le, 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 le- l'Église catholique, le point de vue je sais plus si on dit pontifical, je sais plus comment on dit, tout le rapport au pape, qui ici, on a une sorte de pape d'incarnation presque, j'ai envie de dire presque de Satan. C'est comme si le diable devenait Satan dans le film. Enfin, c'est terrible. C'est vraiment cette idée-là du pape tout puissant, qui se croit au-dessus de tout. On a une scène fascinante où le personnage incarné, bon, j'ai oublié le nom de l'acteur, mais incarné superbement par cet acteur, euh, dit qu'il est au-dessus de tout le monde. L'Église c'est moi. Je sais plus exactement ce qu'il dit, mais c'est exactement ça. Euh, une sorte d'ogre qui a demandé à ce que ce personnage d'enfant lui soit amené à l'église, soit baptisé. Ancien, il était juif, il devient chrétien, comme ça, c'est le pape, j'ai le pouvoir de faire ça, je le fais. C'est exactement ce qui se passe dans le film, et c'est vraiment fort, c'est d'une force, c'est vraiment même d'un culot de faire ça, de nous montrer ça aujourd'hui dans un film moderne. Euh, Franchement, Marco Bellocchio, il a quel âge? Il a 83, 84 ans. Enfin, on n'a pas l'impression, c'est comme Scorsese, on a l'impression qu'il se bonifie avec le temps. C'est d'un moderne, la mise en scène et d'une modernité. Je pense à énormément de plans, les plans à l'église, les plans d'introduction qui nous montrent, qui nous présentent comme ça des personnages, ce personnage féminin, bon, je vais pas spoiler, mais qui fait une décision, qui prend une décision qui finalement bouleversera tout le long métrage. Euh, on a toute cette intériorité dont on a parlé au début, c'est pareil avec ce personnage principal, cette mère qui est complètement déchirée, qu'on retrouvera à la fin d'ailleurs dans une séquence absolument déchirante. Non, c'est vraiment un des grands crus de l'année dernière, l'enlèvement, c'est vraiment très fort. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est bien parce qu'il avait fait avant, précédemment, enfin il y avait aussi son documentaire que j'ai pas vu, mais en film de fiction, il avait fait Le Traître, qui était une grande fresque sur la mafia. Là, on a cette grande fresque intimiste sur l'Église. Franchement, Bellocchio, on espère qu'il continuera encore de faire des films parce que c'est un cinéaste passionnant, peut-être le meilleur cinéaste italien encore vivant. Franchement, c'est chapeau, hein. J'ai envie d'applaudir parce que il le mérite. Applaudissons avec Mathias. Ah, Mais d'ailleurs, je me permets juste une petite correction. Enfin, je sais pas s'il a déjà été récompensé pour un de ses films, mais il avait été récompensé, Marco Bellocchio, avec une palme d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. oui, 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 mais après je compte pas ça comme un prix en tant que tel. Mais sinon, oui, oui. Mais il a été déjà récompensé, je crois, à Venise. J'avais regardé, mais à Cannes, il a vraiment pas eu de prix pour deux films en compétition. Oui, oui, à Venise, oui, je crois. C'est pas. Non, attends, c'est pas pour Vincere. C'est pourquoi déjà? Ah, Moi, c'est pour le Grand Saut, je sais plus comment ça s'appelle.
Ah, j'ai un trou de mémoire, c'est pas Je grave. l'avais vu, mais je sais plus. Ouais, alors, pour rajouter des choses qui n'ont pas déjà été dites, l'enlèvement, j'ai évidemment trouvé que c'était très beau aussi. C'est, comme vous l'avez dit, toujours les rapports conflictuels, en fait, au sein de la famille du jeune garçon dans le film, qui est quelque chose qu'on retrouve souvent dans son cinéma, évidemment dans les points les points dans les poches notamment, parmi ses plus connus, et la présence de la religion qui est inhérente en fait dans la vie de Marco Bellocchio, parce qu'il a grandi voilà avec ses préoccupations qui ont tout simplement marqué toute sa vie. Et d'ailleurs, voilà, son documentaire à Mark Spectator qui est très beau, était sorti avant l'enlèvement, où il rend hommage à son frère qui est décédé, évoque tout ça, justement tous les liens dans ses films avec sa vie personnelle. Donc c'est vrai qu'il a tendance à faire de ses films de fiction malgré tout quand même des récits excessivement personnels et qui ont des liens entre eux. Donc ça se ressent encore une fois dans l'enlèvement. Toujours cette grande modernité, comme tu l'as dit Mathias, à cet âge, à l'âge que Marco Bellocchio a, c'est quand même assez formidable, assez fou. Voilà, c'est quand même monstrueux dès la scène d'introduction, hein. Filmé comme ça dans cette chambre avec toute cette famille, la crainte de l'enlèvement, la crainte qu'on leur enlève leur fils, et surtout le fait d'être dans l'incertitude de revoir leur fils, c'est très très fort, sincèrement, les 15 premières minutes du film. Après, je ne serais peut-être pas aussi dithyrambique que ça, parce que j'estime que malgré tout, le film prend une direction assez prévisible. Alors, c'est pas forcément, encore une fois, quelque chose de négatif, mais c'est vrai que je trouve que, en termes de violence psychologique, parce que Marco Bellocchio, c'est quand même quelqu'un qui a fait voilà, des thrillers psychologiques, qui maîtrise ça, qui maîtrise ce concept dans ses drames, c'est pas forcément le film qui me touche le plus sur ce point-là. Par contre, je dois quand même souligner la fin qui est d'une excessive beauté, vraiment. Où, voilà, en fait, il remet au centre du terrain cinématographique et de sa vie aussi, toute l'importance de la religion et finalement tout ce que ça a pu engendrer comme problème dans sa vie, en fait, en lien avec sa famille, parce que si son frère à Marco Bellocchio, si le personnage dans le film s'est séparé de sa famille, c'est avant tout par conflit d'intérêts religieux, parce que sa famille adoptait une autre religion que la religion, que le catholicisme, et voilà, ça les a désunis, sans dire que pour autant sa famille devait être adepte à ça, mais malgré tout, voilà, c'est quand même ça le point de départ, c'est cette opposition, ce conflit d'intérêts qui les a séparés, et juste voir ce fils comme ça, revoir sa mère qui joue tellement bien, hein, vraiment, l'actrice dans le film joue incroyablement bien, la revoir comme ça sur son lit de mort, c'est absolument dévastateur, je trouve. Écoutez, passons au dernier film de la soirée, Les herbes sèches de Nuri Bilge Ceylan. Hem akıllı kız sonra bayağı. Kafası da çalışıyor. Resim yapıyor. Madem bu kadar iyi, sen niye şey yapmıyorsun? Ya ben gidiyorum oğlum buradan ya. Allah Allah. Sameh est un jeune enseignant dans un village reculé d'Anatolie. Alors qu'il attend depuis plusieurs années sa mutation à Istanbul, une série d'événements lui fait perdre tout espoir. Jusqu'au jour où il rencontre Nurey, jeune professeur comme lui. Je suis vraiment fasciné par le cinéma de Ceylan. Ses films sont toujours très théoriques, tout en ayant une dimension très universelle. Je pense que tout le monde peut être touché par quelque chose chez ce metteur en scène, bien que ce soit des expériences très longues. Il arrive tellement à faire la peinture de l'humanité avec précision que je pense qu'on ne peut pas rester impassible. Certains retiendront des phrases, d'autres des regards, et justement je parlais d'artiste total avec Godard.
Là, pour moi, c'en est un aussi. Ceylan a une telle maturité artistique. Depuis Il était une fois en Anatolie, il est à des années-lumière de tout le monde. La précision des mots, des plans, tout. Alors oui, par moments, c'est dur de se concentrer lors des longues discussions, car c'est interminable. Mais Ceylan le sait lui-même. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on puisse assister à une psychanalyse totale. Il donne toutes les clés, et c'est au spectateur, en fait, de faire le tri d'informations, de retenir ce qu'il veut retenir, mais rien que la scène où le personnage de Sameh quitte la conversation, sortir du studio de tournage pour aller boire un coup, avec toute la vue sur l'envers du décor de tournage, ça montre que même les acteurs sont épuisés de discussions aussi profondes. Eux-mêmes ont dû apprendre les textes, et c'est juste magnifique. Et le pire, c'est qu'on y croit. Tout est tellement juste que même lorsqu'ils brisent le 4e mur, ça passe. C'est juste incroyable. Les discussions sont tellement bien filmées. J'ai juste l'impression par moments que Ceylan place sa caméra à des endroits pas impossibles par rapport à l'étroitesse des décors. C'est juste magique. Et la scène où justement le personnage de Sameh sort vraiment du studio pour aller dans les coulisses, montre qu'en fait on est dans du studio. C'est des décors en studio. Et pourtant, on n'a pas cette impression-là. On a vraiment l'impression de voir des vrais lieux. Et puis aussi, oui, le fait de se cloîtrer comme ça, avec des personnages et de ne pas pouvoir sortir, ça force aussi le spectateur à avoir conscience de ce qui se passe et justement à faire attention à la seule chose observable. Et la seule chose observable, c'est ce que les acteurs vont dire, les textes qu'ils vont recracher. Et non, c'est 4 heures de cinéma, et la fin, sans trop en révéler, elle m'aura ému aux larmes, ce qui est très rare pour être souligné. Ce monologue de Sameh, j'y repense tous les jours. Vraiment, tous les films de Ceylan sont des chefs-d'œuvre. Mais celui-là, c'est juste l'un des plus grands films de tous les temps, à mes yeux. Je peux pas croire qu'on puisse faire mieux cette décennie, mais de toute façon, le cinéma turc a toujours été exceptionnel, et depuis Metin Erksan, avec Time to Love, tous ces films-là, non, c'est immense. Je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais laisser la parole à Will, parce que je suis sûr que tu as pas mal de choses à dire aussi sur le film. Alors c'est un film qui m'a un peu surpris, évidemment par sa proposition très longue, très, très radicale, le style de cinéma de Ceylan, parce qu'en fait j'avais jamais vu de film de Ceylan avant Les Herbes Sèches. J'ai ensuite découvert Casaba, et j'ai été vraiment très impressionné d'emblée par le film, tant par sa photographie que sa mise en scène. Et alors déjà, le film a eu la récompense pour la meilleure interprétation féminine pour Merve Dizdar, et c'est pas du tout étonnant. C'est une actrice qui est vraiment, je pense, dans un rôle de sa vie, potentiellement. Et voilà, après en fait c'est un film qui peut être mal aimable parce qu'on suit un personnage qui est quand même assez détestable, qui veut nuire à l'autre à plusieurs reprises, qui en fait se situe dans des faux rapports d'amitié, et qui veut réussir à sa manière mais sans trop s'engager. Et justement c'est ce personnage de Merve Dizdar qui a cherché à le bousculer un peu. Et en un sens, je comprends qu'on lui ait attribué cette récompense, parce que c'est le personnage central après Sameh, dans le sens où c'est elle qui remet en question vraiment sa manière de concevoir la vie, ses engagements dans une Turquie qui est vraiment bouleversée économiquement parlant, et dans un environnement qui est très froid, qui est vraiment bien retranscrit, encore une fois, par la lumière et la photographie qui sont dingues. Et en fait, plus le temps s'étire dans le film, et plus on finit par comprendre vraiment toute la cruauté en fait du personnage, qui
sans même en avoir conscience, on a presque l'impression, continue comme ça d'agir contre les autres pour essayer d'en tirer quelque chose. Et je trouve ça bouleversant parce qu'à aucun moment, vraiment, Ceylan, je trouve, ne le représente pour autant comme quelqu'un de plus horrible qu'un autre, même si voilà, c'est quelqu'un qui est antipathique, qui manipule son monde. C'est quelqu'un qui est sauvable. Et la fin du film est magnifique dans le sens où on a littéralement l'impression que, pour une fois, il finit par céder. Il finit par céder à la parole de l'autre, au regard de l'autre et à ce qu'on a essayé de lui enseigner. Cette fois-ci, c'est plus lui qui enseigne, mais ce sont les autres qui lui enseignent quelque chose. Et après, voilà, c'est vraiment sublime, hein, tu l'as dit, Paul, la mise en scène est complètement immense. Il y a beaucoup d'instants qui sont suspendus dans le temps parce que les personnages sont photographes. Donc voilà, il n'hésite pas à faire des panoramiques sublimes, des plans fixes sublimes. Comme tu l'as dit, ce passage aussi où les acteurs sortent du film qui est très surprenant. Et moi, je voudrais aussi parler de la scène de discussion chez comment elle s'appelle, Noureille, c'est ça, chez elle le soir, où Samet lui rend visite, où vraiment j'ai été mais complètement impressionné par la tension dramatique sur cette scène, l'échange de regards, les chants contre chants comme ça. On a l'impression qu'en fait il se torpille et en même temps que Samet voudrait la séduire mais en même temps la manipuler à la fois. Et il y a quelque chose de complètement unique et de fou qui se passe à l'écran qui m'a sidéré. Donc voilà, c'était mon film préféré de l'année, Paul aussi. Et pour moi, c'est pas du tout étonnant que tu dises, Paul, que c'est peut-être le film de la décennie. T'avais dit pas mal de choses. Moi, je vous rejoins parce que c'est un gros morceau de l'année dernière, encore une fois. Pour ma part, j'avais jamais vu de film du réalisateur. Donc j'étais assez étonné de découvrir cette œuvre-là, 3h15, gros mastodonte, film qui avait reçu le prix d'interprétation féminin au dernier festival, et j'ai pu constater que le film méritait bien sa réputation. On est vraiment face à une œuvre impressionnante, impressionnante par sa démesure, impressionnante par sa mise en scène, impressionnante par ses personnages qui sont formidablement écrits, formidablement interprétés par les acteurs. On est face quand même à un personnage principal masculin assez toxique, loin d'être sympathique au final. C'est vrai que pendant le visionnage du long métrage, j'avais pas forcément l'impression, je me disais bon, on nous force un peu à apprécier un personnage qui a des torts, mais bon, c'est quand même un personnage, au final, c'est quand même, oui, il faudrait de constater, en y réfléchissant, que c'est pas un personnage très sympathique. Euh, Contrairement par exemple à son personnage, au personnage de l'ami qui joue également un professeur, qui pour le coup, lui est beaucoup plus humain, j'ai envie de dire. C'est un film qui nous laisse énormément de moments marquants comme ça. Moi, je pense à des séquences dans la neige. Ce qui est bien, c'est qu'on voit, c'est un film qui nous prend le temps. On sent les saisons qui passent. On a l'hiver, on a je sais plus si c'est l'été. Je pense que c'est l'été à la fin du long métrage. Le personnage également, un des personnages, les personnages les mieux écrits sont sans doute les personnages féminins, je trouve. Je pense au personnage de l'élève, mais également au personnage dont va s'éprendre le personnage principal. Ouais, c'est vraiment un gros morceau. Ça m'a vraiment donné envie de m'intéresser à la filmographie de Nuri Ceylan. Celui qu'on nomme un peu le Tarkovsky moderne, mais je trouve que pour le coup, c'est pas assez mérité parce que ça y fait penser à un peu Bergman. En fait, c'est un peu un mélange de Tarkovsky et de Bergman au final. C'est un peu Bergman dans un pays chaud au final. Euh, ouais, ouais, on a fait le tour, mais en tout cas, Enzo et les personnes qui nous écouteront, on vous invite vivement à rattraper ce film-là. Ça, c'est sûr. Non, bah, je voulais juste te dire que le film sortait en DVD Blu-ray en mars, donc jetez-vous dessus. Mais je voulais rajouter aussi que j'ai rarement vu des films aussi humanistes dans le sens où Ceylan, j'ai l'impression qu'il aime vraiment tous ses personnages.
tout le monde est humain, tout le monde est terrassé par des démons, mais chaque être vraiment a sa nature profonde. Et vraiment, j'ai l'impression aussi que depuis, j'ai remarqué ça depuis Il était une fois en Anatolie, je trouve que Ceylan rejoint Dumont dans sa thématique des tiraillements humains. Sauf que voilà, là, dans Les Herbes Sèches, on est plus dans la retenue, c'est-à-dire, puis d'ailleurs, chez Ceylan, on est dans la retenue, on voit pas l'accomplissement des tiraillements humains, on est vraiment dans la psychanalyse, dans un cheminement précis, mais voilà, c'est des films vraiment tellement pas manichéens, et enfin moi je trouve ça sublime, et dès qu'il ressortira en mars, je le reverrai de nouveau. Enfin, c'est formidable. Ouais. Puis tu vois, ce que j'ai trouvé assez fascinant, et encore plus avec le recul en l'ayant pensé après sa sortie, c'est comment en fait le personnage de Sévim, qui est en fait la jeune élève qui pose des soucis à Samet, et pas forcément en fait caractérisé positivement en début de film, surtout parce que c'est l'élément perturbateur, on va dire, pour le professeur, pour Samet. Ouais. Et justement, tu vois, c'est ce côté anti-manichéen qui ressort très fort, parce qu'en fait, même si voilà, c'est une fille qui a un fort caractère, l'autre l'aperçoit avant tout comme ça parce que en fait, elle résiste à son rapport de force, son pouvoir, et, euh, et voilà, c'est peut-être aussi ce dont le personnage se rend compte en fin de film. Et tu vois juste comment il vient la magnifier, cette jeune fille, en l'espace d'un plan qui est mais d'une beauté absolue vers la fin du film. C'est assez sublime, quoi, parce que on remet aussi vraiment en perspective ce qu'on avait pu penser de cette jeune fille. Est-ce qu'elle disait la vérité? Est-ce que c'est pas elle qui cherchait des problèmes au professeur? Peut-être que oui, mais après tout, comme tu le dis, Paul, on est tous imparfaits, et les personnages dans ces films le sont aussi, ils ont leurs failles. Et le principal, c'est de revenir vers quelque chose de plus sûr, de plus proche de la vérité. Je pense à ça, peut-être que tu voulais dire un mot aussi sur la musique, Paul, je sais que elle t'a particulièrement marqué. Oui, bah en fait, déjà l'utilisation de la musique est très subtile, vu que bah, il me semble qu'on en entend juste une à la fin lors du monologue. Et justement, ça reste dans l'idée que Ceylan alterne les formes de cinéma. Il y a certaines scènes dans le film qui seront une succession de photographies. Et, euh, et là, vraiment, il rentre dans une mise en scène plus dynamique lors de la fin. Il a un montage aussi plus rapide, et justement vraiment collé au magnifique monologue. Moi, j'ai trouvé ça sublime, et j'ai vraiment été marqué. Bah, en fait, plus tu retardes l'utilisation d'un procédé, plus lorsque ce procédé apparaîtra à l'image ou au son, eh bien on en fera quelque chose de grand. Et c'est ce qu'a compris vraiment Ceylan avec son film, c'est qu'il y a des micro-procédés utilisés de temps en temps qui reviennent de manière non récurrente, et c'est ce qui fait qu'on s'en souvient. Parce que dans l'immensité du film, on se souvient euh, de ce qui est différent. Et voilà, moi je trouve que c'est une œuvre complète, et ouais, c'est vraiment magnifique pour le coup. Bah écoutez, merci à vous de nous avoir suivis, c'est la fin de cette série sur les films de 2023, en espérant que l'équipe a suscité votre intérêt pour certains d'entre eux. Merci Enzo, Will et Mathias, et à bientôt pour la prochaine émission. Merci à toi. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.